Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous nous regardiez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube à travers la chaîne Nota Bonus ou même en podcast parce qu'on est absolument partout. Aujourd'hui on va parler de l'Angleterre de la fin du Moyen-Âge, et oui c'est précis, et pour ça on reçoit Aude Méret qui est historienne spécialiste de l'histoire politique et culturelle de l'Angleterre à la fin du Moyen-Âge. Elle occupe actuellement le poste de directrice de recherche au CNRS en histoire médiévale au sein de la MOP, le laboratoire de médiévisme occidentale de Paris, avec l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle s'intéresse également beaucoup au médiévalisme, la manière dont est réutilisé le Moyen-Âge aujourd'hui. Elle a soutenu en 2002 la thèse intitulée « La vision du monde dans la poésie allitérative du XIVe siècle anglais » et a depuis rédigé de nombreux ouvrages et articles comme « La guerre de 100 ans », tout simplement, en 2017, ou « La fabrique de l'anglais », genèse socio-culturelle d'une langue à la fin du Moyen-Âge en 2023. Et d'ailleurs, on a déjà bossé ensemble, puisque Aude a écrit pour Nota Bene un script sur l'histoire de la langue anglaise que vous pouvez dès à présent écouter en podcast et voir sur YouTube. Enfin, quand je dis dès à présent, ça sera après cette émission. Bonjour Aude. Bonjour. On est chaud, on va parler ensemble pendant 2 heures donc de cette Angleterre de la fin du Moyen-Âge, qui est un petit peu ta spécialité. Alors Aude, avant de commencer cet entretien, j'aime bien toujours poser une question à mes invités, à savoir comment est-ce que tu es tombée dans cette marmite ? Alors, je suis vraiment tombée dans la marmite. L'expression n'est pas tellement galvaudée là en l'occurrence, parce qu'en fait, je me suis inscrite en histoire après le bac, voilà, et je voulais faire journaliste spécialiste en relations internationales ou travailler sur les relations internationales. Et puis en deuxième année, je suis tombée sur des super profs de médiéval. Et donc à partir de là, je suis vraiment tombée dedans. Et puis, quand j'ai fini ma licence, à l'époque, c'était DUG, licence, maîtrise, DEA, c'est un temps que beaucoup ne connaissent pas. Ma chargée de TD m'a conseillé de me diriger vers un pays étranger parce qu'il y avait beaucoup de monde sur la France. Voilà, donc, logique. Et comme j'ai toujours aimé l'Angleterre et tout ça, et qu'il y avait un professeur spécialiste de l'histoire de l'Angleterre à Paris 1, moi, j'ai commencé à travailler avec lui, puis j'ai continué, voilà. Et ça m'a toujours passionnée. Donc, et du coup, j'ai soutenu ma thèse, comme tu l'as dit, qui a été publiée en 2007. Et puis, j'ai été recrutée au CNRS après en 2004. Et donc, voilà, depuis, j'essaie de transmettre la bonne parole sur l'Angleterre du Moyen-Âge parce que je me rends compte quand même que beaucoup de Français n'y connaissent rien. Donc, j'essaie puis aussi de voir le point de vue et de faire des histoires comparées avec la France. Quand on parle de la fin du Moyen-Âge, on est sur quel siècle ? Alors évidemment, les problèmes de périodisation sont pas que sur l'Angleterre, mais sont sur le Moyen-Âge déjà en soi, c'est problématique. Donc voilà. Mais en gros, quand on parle de la fin du Moyen-Âge, on va dire que c'est de la fin du XIIIe à la fin du XVe, tout début XVIe. Voilà. Mais voilà, c'est pas un processus avec d'habitude, on donne des dates de rupture. Donc en Angleterre, c'est 1485, l'arrivée des Tudors au pouvoir. Mais en réalité, on s'aperçoit que la vraie rupture, c'est la réforme dans les années 1530. Parce que là, il y a une vraie rupture sociétale, religieuse, etc. Et il y a même des historiens, depuis longtemps, comme Jacques Le Goff, qui ont dit que le Moyen-Âge, c'était jusqu'au XVIIIe. Donc, on est large. Mais en général, c'est vrai que moi, ma spécialisation, disons que ma période de prédilection, plutôt, c'est mi-XIIIe, début XVIe. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et donc sur ces siècles, et forcément on va évoquer la guerre de 100 ans assez rapidement, est-ce que tu pourrais nous poser le contexte un petit peu de ce qui est avant pour qu'on comprenne, c'est-à-dire depuis Guillaume le Conquérant par exemple, depuis que nous on a franchi et puis on a pris notre place là-bas. Alors Guillaume, donc il était duc de Normandie, pour effectivement, et donc en 1066, il conquiert l'Angleterre. Alors pas que avec des Normands, maintenant c'est aussi des Bretons, des Picards, tout ça, bref, mais des gens qui étaient plutôt du royaume de France. Et comme forcément il a des territoires des deux côtés de la Manche, il met en place très rapidement un système pour permettre au roi d'Angleterre de régner ce qu'on dit in absentia, donc en leur absence en fait, et que donc dans ce cas-là, il faut une administration qui fonctionne. Et comme l'Angleterre était déjà assez précocement centralisée sous la période anglo-saxonne, en fait, il a pris les structures administratives anglo-saxonnes et il a ajouté là-dessus une pyramide féodale donc, qu'il a implantée de pratiquement toutes pièces.
Et du coup, ça a fait un royaume très précocement centralisé, mais où en même temps, les grands nobles étaient un petit peu tenus parce que il s'est bien gardé de distribuer des gros bouts de territoire assez nobles. Il a distribué des petits bouts de territoire disséminés en Angleterre pour qu'ils puissent pas former des principautés comme en France, où on sait qu'il y a des principautés qui ont des princes qui ont donné du fil à retordre au roi de France, on va dire. Voilà. Et, euh, et donc, les premiers rois d'Angleterre ne sont que ducs de Normandie, en plus. Mais là, ils sont sans cesse déjà en lutte contre le roi de France et notamment contre le comte de Flandre aussi. Et après une longue guerre civile, parce que Henri Ier, le petit-fils de Guillaume, n'avait pas d'héritier mâle, ça c'est toujours le problème hein, quand on n'a pas de fils aîné. Donc du coup, il y a une guerre civile dans la première moitié du 12e entre sa fille, Mathilde, qui était veuve de l'empereur Henri V du Saint-Empire romain germanique, et son neveu Étienne de Blois. Et donc la guerre elle a duré entre 1139 et 1153 quand même, jusqu'à l'avènement finalement d'Henri II, qui est né du remariage entre la dite Mathilde, l'impératrice, et Geoffroy Plantagenet. Et du coup, là, il récupère, quand il devient roi, non seulement la Normandie, mais aussi pratiquement tout l'ouest de la France, à commencer par l'Aquitaine. Et d'ailleurs, parce qu'il va se marier en plus avec Aliénor, duchesse d'Aquitaine, bien connue, qui était mariée avant au roi de France et qui a divorcé pour se remarier avec le roi d'Angleterre. Et donc, à partir de ce moment-là, on parle d'empire plantagenet ou empire angevin, ça dépend des historiens, puisque là, on a vraiment un domaine qui est beaucoup plus important qu'auparavant et évidemment beaucoup plus difficile à gérer. Donc, mais Henri II, il a quand même des problèmes avec sa famille, puisqu'il a plein de fils. Et sa femme qui est une forte femme, donc il y a plusieurs révoltes, etc. Il s'oppose aussi à l'Église, notamment par le célèbre meurtre de Thomas Becket en 1170, pour bien montrer que c'est lui le chef de l'Église, en gros, et pas l'archevêque de Canterbury. Bon, ça lui a valu de faire pénitence auprès de la papauté, mais bref. Et finalement, c'est Richard Cœur de Lion, son troisième fils, qui lui succède en 1189. Mais Richard Cœur de Lion, comme on le sait, il est dans les croisades. Ensuite, quand il revient de croisade, il s'est emprisonné. Et du coup, par l'empereur Henri VI. Et au total, il n'aura passé que 6 mois en Angleterre. Mais pendant ce temps-là, l'Angleterre tourne quand même, parce que justement, on y reviendra, je pense, le développement d'administration, etc. Ensuite, c'est son frère Jean Santerre, le fameux, qui n'est pas du tout Santerre, en fait, mais bon, qui devient roi en 1199, le dernier frère. Et lui, il perd une grande partie des possessions continentales, à commencer par la Normandie en 1204. Et là, ça va causer un traumatisme énorme pour la noblesse anglaise, puisque la plupart ont des possessions en Normandie et en Angleterre. Et là, ils doivent choisir. Donc, c'est très compliqué. Et bon, donc, en plus, il arrive à se mettre tout le monde sur le dos, l'aristocratie laïque, l'aristocratie ecclésiastique, et tout ça, ça va conduire à la fameuse Magna Carta de 1215, qui sont pour les Anglais le document absolument fondateur de leur démocratie parlementaire, même si à l'époque ça concerne essentiellement les magnats ou les barons, ce qu'on appelle les grands nobles. Mais c'est vrai que c'est quand même un document qui a fondé un idéal de gouvernement qui n'est pas fondé sur l'arbitraire royal, mais qui est fondé sur un dialogue entre le roi et ses sujets. Et ça va être renouvelé tout au long du XIIIe. Et finalement, l'hostilité était telle contre Jean Santerre que certains nobles font appel au futur roi de France. C'est dire qu'il l'aimait vraiment pas. Mais il meurt opportunément en octobre 1216, et du coup son fils Henri III, même s'il a que 9 ans, il préfère quand même un roi anglais que le roi de France. Donc voilà, finalement c'est Henri III qui arrive. Henri III
bon, sa minorité, ça se passe, c'est plutôt une période d'accalmie, de remise en ordre, mais dès qu'il est majeur, entre guillemets, il reprend, son idée de reconquérir la Normandie notamment et les terres qu'il a perdues sur le continent. Et après pas mal de guerres, d'assaut, etc., finalement, il signe quand même en 1258, avec Louis IX, Saint-Louis, hein, le traité de Paris, qui est théoriquement censé résoudre les conflits et instaurer la paix. Mais si Henri III récupère pas mal de territoires, il doit faire hommage désormais au roi de France pour l'Aquitaine, ce qui n'était jamais arrivé. Avant, il l'avait en pleine souveraineté. Et en fait, ça, on va y revenir, mais c'est une des principales graines de la guerre de 100 ans, ce traité de Paris, puisque là, le problème de l'hommage par rapport à la souveraineté, voilà, on y reviendra. En attendant, lui aussi, il a des problèmes avec ses barons et ses lords, enfin ses nobles, puisqu'il est accusé d'avoir dépensé trop d'argent. Il est accusé de s'entourer d'étrangers, notamment des Savoyards, parce qu'il est marié à une Savoyarde. Donc, il y a deux révoltes importantes. La première en 1258-1259 et la seconde en 1263-1265, qui est menée par le fameux Simon de Montfort, qui n'est pas le même que celui des croisades du début du XIIIe, mais qui est un descendant. Et du coup, il doit mettre en place un programme réformateur, entre guillemets, hein, et finalement, les guerres se terminent quand même à l'avantage de la royauté parce que Simon de Montfort est tué. Et donc, ça fait un peu dégonfler le problème. Et puis, Henri III fait des compromis. Et un certain nombre des réformes seront conservées et développées par Édouard Ier, qui arrive en 1272, et qui, lui, conquiert le Pays de Galles dans les années 1280, renforce son pouvoir sur l'Irlande aussi, parce que en fait, il veut recentrer l'Empire sur les îles britanniques. Et évidemment, l'Écosse, fameuse affaire avec l'Écosse, qui vont entraîner des guerres avec l'Écosse jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et qui va conduire aussi les Écossais à se jeter dans les bras d'une alliance française très rapidement. On y reviendra aussi. Et il doit aussi quand même lutter encore sur les continents, puisque le fait que, enfin, il y a toujours des problèmes justement de souveraineté en Aquitaine, etc. Donc, il y a une première guerre en 1294-1298, ce qui soulève encore une crise politique, voilà, mais bon, ça se termine. Et son fils, après avoir fait pas mal de conquêtes quand même, il meurt, et son fils, Édouard II, lui succède, mais alors lui, il va encore plus susciter, contrairement à Édouard Ier, l'hostilité des Manias, à tel point qu'il va être déposé en 1327 par sa femme Isabelle de France et l'amant de celle-ci, Roger Mortimer, parce qu'il a vraiment fait n'importe quoi, hein, faut être relativement honnête. Et en plus, il a perdu un nombre de batailles importantes. Et ça le suit jusque dans la pop culture, parce que par exemple, dans le film Braveheart, un film très historique, comme tout le monde le sait, il est vraiment dépeint comme le faible par excellence. Ouais. C'est ça, tout à fait. Et donc là, son image n'a pas tellement changé depuis 800 ans. Hein, donc voilà. Et là, du coup, il est remplacé par Édouard III, qui est encore mineur en 1327, mais qui prend le pouvoir effectivement en 1330, en commençant par se débarrasser de l'amant de sa mère, parce que bon, quand même, faut pas trop lui chercher noise, on va dire. Voilà. Et donc là, on en arrive au contexte immédiat du début de la guerre de Cent Ans. Oui, tout ça pour dire qu'effectivement, l'Angleterre, elle est déjà quand même bien implantée sur le territoire, je mets plein de guillemets, les gens le voient pas en podcast, mais français. Ah oui, non mais en fait, pendant toute cette période, ils ont vraiment un pied dans les îles britanniques et un pied dans l'ouest de la France. Enfin, très clairement, ils contrôlent toute la façade ouest quand même. Donc c'est quand même énorme. Donc Jean Santerre a perdu la Normandie. Là, c'était ça n'est jamais passé auprès des Anglais, hein, faut le dire. Mais ils ont quand même conservé une partie du Maine, de l'Anjou, de l'Aquitaine, etc. Donc c'est vraiment c'est une forme d'empire, clairement. Même si les historiens débattent pour savoir
quand est-ce que finit l'Empire tel qu'il est. Enfin bon, ça c'est des débats historiographiques sans fin dont je vous ferai grâce parce que sinon on y est encore demain matin. Voilà. Voilà. En tout cas, avant cette guerre de 100 ans, il y avait déjà des conflits armés entre les deux royaumes. Et alors justement, on arrive sur cette guerre de 100 ans qui dure 100 ans d'ailleurs. Non, qui dure pas 100 ans puisque officiellement, entre guillemets, elle dure de 1337 à 1453, donc ça fait plus. Mais bon, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, cette appellation, elle est beaucoup plus tardive. On va peut-être y revenir, mais c'est pas à l'époque, ça n'existe pas l'appellation guerre de 100 ans. Hein. Dis-le-nous C'est succession de conflits en fait. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a appelé la guerre de 100 ans? Parce que c'était plus simple que de dire guerre de 134 ans. En gros, hein, c'est un petit peu pour ça. Et que de manière générale, elle a quand même été considérée. Enfin, l'appellation, c'est vraiment une construction historiographique hein, typique, puisqu'elle apparaît pour la première fois en 1823 sous la plume de Théodore Bachelet, qui a composé un ouvrage donc intitulé La guerre de 100 ans, et elle a été reprise en Angleterre par un autre historien, Edward Freeman, en 1869. Donc c'est vraiment une construction du 19e siècle. Mais en réalité, il y a eu de longues périodes de trêve entre les phases de conflit. Et maintenant, on a gardé l'appellation parce que c'est tellement entré dans les mœurs, parce que en général, voilà, quand on dit guerre de 100 ans, ça sonne quand même chez les gens. Mais en fait, c'est une période, c'est des phases de conflit suivies par des périodes de trêve plus ou moins respectées, suivies par de nouvelles phases de conflit, etc. Donc, sauf qu'en 1453, effectivement, là, ça s'arrête, vu que les Anglais ont tout perdu sur le continent, à part Calais. Oui, La fameuse ville de Calais. Ils se sont pas bastonnés pendant 100 ans. Et justement, alors, cette période de la guerre de 100 ans, quel est l'événement déclencheur de ce conflit? Alors, l'événement déclencheur, en fait, c'est... Enfin, il y en a eu plusieurs. C'est-à-dire que j'avais dit que déjà fin 13e, il y avait une guerre en Gascogne. Et en 1323, il y a une autre mini-guerre un conflit en tout cas autour de la forteresse de Saint-Sardos, qui est dans le sud-ouest. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des questions de qui va prêter hommage, notamment par exemple les Gascons. Est-ce qu'ils vont prêter hommage au roi de France? Est-ce qu'ils vont prêter hommage au roi d'Angleterre? C'est des questions juridiques assez compliquées. Et en fait, surtout, le problème, c'est que le roi d'Angleterre se rend compte que non, il ne veut pas prêter hommage au roi de France pour l'Aquitaine, puisqu'il considère qu'il l'a en pleine souveraineté. Et en fait, la grande différence entre les causes de la guerre de 100 ans, même le début de la guerre de 100 ans et les conflits précédents, c'est que là, on entre non plus dans un conflit, entre guillemets, féodal, même s'il y a encore des traces de féodalité, évidemment, mais on entre dans un conflit de souveraineté. Donc les rois veulent être souverains en leur royaume, en leur principauté, etc. Et donc, en fait, le roi de France, veut récupérer l'Aquitaine en pleine souveraineté, comme il l'a fait pour la Normandie. Mais l'événement déclencheur, c'est aussi, alors même si c'était un petit peu un prétexte, le fait qu'il y a eu un changement de dynastie en France en 1328. On connaît les célèbres rois maudits de Maurice ou Truon, hein, donc les derniers capétiens directs qui ont été voilà. Et en fait, le dernier roi capétien direct, il meurt en 1328. Il ne reste plus que des filles. Et les Français ne veulent pas d'une femme sur le trône, surtout qu'en plus elles sont encore mineures. Et donc finalement, ils n'ont plus que deux choix. Le choix entre Philippe de Valois, qui est le neveu du roi Philippe le Bel par son père Charles, donc qui est à peu près pas trop loin, on va dire, de la ligne des Capétiens, et Édouard III d'Angleterre, qui est petit-fils du même Philippe le Bel par sa mère, Isabelle. Donc là, il y a un problème en fait, les barons et les juristes du membre du Conseil du roi ne veulent pas d'Édouard III, même s'il est en ligne plus directe, et donc ils écartent les femmes du pouvoir. Et donc, ils refusent qu'Édouard III soit roi de France, et évidemment, Édouard III, lui, va en profiter pour revendiquer la couronne de France, puisque c'est le petit-fils en ligne directe du roi Philippe le Bel. Donc il y a un élément dynastique, mais qui a un petit peu un prétexte, voilà, un petit peu une excuse,
Et le déclencheur, en fait, c'est encore la Gascogne, hein. C'est-à-dire que les barons gascons font appel au roi de France parce qu'ils sont pas contents contre le roi d'Angleterre. Et du coup, le roi de France, en 1337, décide de confisquer la Guyenne. Alors, on appelle Guyenne, Gascogne, Aquitaine, tout ça, c'est un peu interchangeable, hein. L'Aquitaine, c'est ce qu'il y a de plus grand. Et donc, du coup, en 1337, Édouard III dit, non, on ne confisque pas la Gascogne. Et donc, là, c'est vraiment, ça marque le début officiel donc, de ce conflit. Mais donc, voilà, on voit bien que quelques années avant, il y a déjà ça bouge déjà, quoi. Enfin, c'est déjà en train. Et du coup, vu que tout ça est très progressif, en fait, qu'il y a une escalade, etc., est-ce que les gens de l'époque, ils se rendent compte que là, il y a une rupture, il y a quelque chose, que c'est pas... Ça va être le début d'une grande période, ou pas du tout? Pas au tout début, parce que bon, c'est vrai que la revendication de la couronne par le roi d'Angleterre, ça a fait grand bruit, et que la Gascogne, etc., ça a fait grand bruit, mais pas au début, d'autant que les vrais combats ne commencent qu'en 1340. D'ailleurs, le premier combat véritable, la première bataille véritable, c'est une bataille navale, c'est la bataille de l'Écluse en 1340, et et que tout ça met du temps à organiser, hein. On se bat pas n'importe quand, on se bat pas n'importe comment, faut rassembler des armées, etc. Et puis après, il va y avoir aussi une pause avec la peste noire en 1348, où là, ils sont occupés plutôt à enterrer les morts de la peste, hein, voilà. Mais c'est vrai que dès la deuxième partie du XIVe, donc dès les années 1350-1360, il y a des chroniqueurs qui commencent à percevoir, à avoir une certaine conscience d'une cohérence des événements entre les années 1330 et la fin du siècle. Et c'est principalement Jean le Bel et surtout Jean Froissart, qui est le chroniqueur de toute cette première partie du XIVe siècle, qui écrit une monumentale chronique sur même qui commence un peu avant les conflits, mais il écrit vraiment une chronique avec la conscience que voilà, c'est une guerre où il y a des enjeux conséquents et qui durent. Donc il y a quand même des gens qui s'aperçoivent qu'il y a là quelque chose de profond. Alors, avant de continuer à questionner un petit peu justement ce que suscite cette période de la guerre de 100 ans, est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement les grandes étapes du conflit pour que ceux qui nous écoutent saisissent bien ce qui s'est passé durant ces un peu plus de 100 ans? Alors là encore, les historiens ne sont pas d'accord. Pas drôle, surtout les Anglais. Ils aiment bien se disputer. Mais moi, dans mon livre, j'avais retenu, pour simplifier, pour être assez schématique, trois phases principales. Donc la première phase, pardon, qui va de 1337, donc en fait 1340 comme je l'ai dit, à 1360, est marquée très nettement par la réussite des Anglais. Les Anglais qui sont passés maîtres dans l'art de ce qu'on appelle les grandes chevauchées, qui en fait sont des raids, des grands raids, un peu comme les raids vikings, hein, bien avant, mais des grands raids qui sont destinés vraiment à un peu la politique de la terre brûlée, on va dire, hein, et non à la conquête directement, et puis aussi au pillage, hein. Mais en 1346, Édouard III réunit quand même une forte armée. Quand je dis forte armée, c'est 15 000 personnes environ, ce qui est énorme pour l'époque. Alors, il y a eu des plus grosses armées, mais c'est quand même très très rare. Et débarque par surprise en Normandie, parce que là, il faut quand même bien reconquérir la Normandie. Et il s'empare de Caen, remonte vers le nord, et finalement, quand même, le roi de France se dit qu'il va peut-être prendre les choses un peu au sérieux et le poursuivre. Il y a un historien anglais qui avait fait une synthèse qui est déjà ancienne, mais qui quand même reste un classique, qui dit: le roi de France pouvait-il continuer à ignorer le voleur qui saccageait son jardin? Une jolie image. Et donc finalement, les deux armées s'affrontent à Crécy le 26 août 1346. Et là, les Français sont totalement écrasés. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Les chevaliers, alors déjà les Anglais, eux, ont des archers qui sont déjà très réputés et qui brisent déjà net un petit peu les chevaliers français. Les chevaliers, eux, ont été abandonnés par les arbalétriers génois parce qu'ils avaient des mercenaires.
et une grande partie de leur infanterie. Et donc là, c'est vraiment une débandade totale. Le roi doit s'enfuir complètement déconfit le roi de France, hein, déconfit du champ de bataille. Et alors que pourtant les Anglais étaient moins nombreux, mais ils étaient mieux organisés. Il y a eu des faits de surprise et ils étaient arrivés un petit peu avant, donc ils avaient réussi à se mettre en position défensive. Coup dur. Ouais, coup dur. Alors, il y a une bonne partie de la noblesse française qui, là, s'est pris une bonne claque dans la figure. Il y a eu des morts évidemment, mais aussi beaucoup de captures, parce que un noble capturé, ça se vaut des sous. ça se revend, si je puis dire. Et là-dessus, Édouard décide d'aller assiéger Calais, qui est pour lui d'un intérêt stratégique majeur, puisque c'est le point le plus proche entre l'Angleterre et le continent. Et donc, avoir Calais, et en plus c'est pouvoir rejeter Flandre, avec lesquels ils font beaucoup de commerce, les Anglais commercent beaucoup. Donc, c'est vraiment un intérêt stratégique majeur. Mais un siège, c'est pas pareil qu'une bataille, c'est pas pareil qu'une chevauchée. Et du coup, il a beau amener des moyens énormes, faire des ponts de bateaux, ce qu'on appelle des ponts de bateaux, etc. Finalement, ça lui prend quand même 1 an. Et la ville ne tombe que le 4 août 1347. Donc là, on se souvient de la célèbre image d'Épinal des bourgeois de Calais à genoux devant le roi d'Angleterre qui veut les faire exécuter, et la reine qui intervient pour dire mais non. Pour ça, il y a Jean-Marie Meuglin qui avait écrit un livre là-dessus, qui est un classique, hein, et qui est vraiment une image restée célèbre. Ensuite, donc là-dessus, Édouard III retourne en Angleterre quand même. Puis bon, là-dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure, la peste noire qui arrive, donc pause. Mais en 1355, les Anglais reprennent leur chevauchée et remportent une nouvelle victoire cruciale à Poitiers en septembre 1356. Deuxième débandade pour les Français. Là, c'est encore pire parce que non seulement ils sont écrasés, là, il y a beaucoup de morts vraiment du côté de la noblesse française qui est vraiment décapitée. Et en plus, le roi de France, Jean le Bon, est capturé. Donc là, ça commence évidemment à faire beaucoup pour les Français, et d'autant que c'est vraiment un moment de contestation politique au sein du Royaume de France. Hein. C'est la période des Jacqueries, c'est la période d'Étienne Marcel, etc. Enfin, disons, voilà, de contestation, de révolte politique, parce qu'on voit bien que la noblesse n'arrive pas à gagner contre les Anglais. Donc forcément, c'est compliqué. Et finalement, des négociations s'ouvrent, même si les Anglais continuent leur chevauchée, hein, bon. Et un traité qui s'appelle le traité de Bretigny, puisqu'il a été signé à Bretigny, est finalement signé en mai 1360, qui est très favorable aux Anglais, donc qui récupère vraiment le Grand Ouest de la France qu'ils avaient avant, et ils obtiennent une rançon pour Jean le Bon, qui doit être payé, alors qui était au départ vraiment énorme, qui se monte à plusieurs millions d'écus. Ça ferait plusieurs dizaines de millions d'euros aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment énorme. Et cela dit, petit vice de forme dans le traité de Bretigny, c'est que la paix est assortie de clauses de renonciation, ce qu'on appelle des clauses de renonciation, c'est-à-dire que toute la paix ne sera signée définitivement qu'une fois les territoires considérés, donc y compris Calais notamment, etc., auront été échangés ou rendus. Or, les clauses n'ont jamais été actées. Donc là, il y avait un truc pendant qui faisait, en cas de reprise de la guerre, qui permettait relativement facilement de reprendre la guerre. Donc, première phase. Dans les années 1360, on souffle un peu. Et pendant ce temps-là, Charles V, le roi Charles V, hein, qui est arrivé... Dit le sage, exactement, qui n'est vraiment pas du même style que son père, voilà, décide de reprendre les choses en main. Et là, les Français vont gagner, parce qu'en fait, la guerre que mène Charles V, aidé par le célébrissime Bertrand du Guesclin, décide en fait une réorganisation politique et militaire et amorce l'idée d'une armée permanente.
ce qui est vraiment une nouveauté à l'époque, hein, extrêmement originale, puisque là, on est encore dans des organisations des armées par pas tout à fait féodales, parce qu'il y a des contrats, etc., enfin des contrats en pièces sonnantes et trébuchantes, mais on n'est pas encore dans le système d'une armée d'État, évidemment. Et donc, par ailleurs, il fait un énorme effort pour fortifier les villes, parce que comme je l'ai dit, un siège, c'est beaucoup plus compliqué, c'est très dur à réaliser. En revanche, il met de côté ce qu'on appelle le plat pays, la campagne. En gros, il laisse les Anglais s'épuiser dans des chevauchées dans le plat pays, il fortifie les villes, et puis par rapport à ça, il fait une espèce de politique de guérilla, c'est-à-dire qu'il reprend du terrain petit à petit, comme ça, euh, donc à partir de 1369, pardon, et ça marche. C'est-à-dire qu'à la fin des années 70, les territoires anglais en France sont réduits vraiment à peau de chagrin. Il reste un petit bout d'Aquitaine et Calais. Et donc là, en plus, les Anglais, Édouard III, lui, est vieillissant. Il meurt en 1377. Son petit-fils, Richard II, qui accède au pouvoir, est mineur, parce que son père est mort entre-temps. Et du coup, les Anglais sont un peu désorganisés aussi, il faut bien le dire. Mais quand Charles V meurt en 1380, il n'a pas réussi à tout reconquérir. Et finalement, là, il va y avoir une période de tension et de traités, etc. Et la trêve est signée en 1389, puis une autre de 28 ans en 1396. Mais ça n'empêche pas les coups fourrés, les escarmouches, un peu de piratage par-ci par-là, etc. Mais disons que globalement, voilà, entre 1390 et 1410, voilà, c'est une période de trêve relative, on va dire. Donc ça, fin de la deuxième phase. Et la dernière phase, donc qui commence à partir de 1413 et 1415, là est d'abord très favorable aux Anglais. Et cette fois-ci, là encore, la guerre change de visage, puisque le nouveau roi, Henri V, qui est d'ailleurs d'une nouvelle dynastie, lui, a décidé de mener une guerre de conquête, à commencer par la Normandie. Et en plus, il profite de la guerre civile en France, puisque je rappelle que ce sont vraiment des années de guerre civile en France entre ce qu'on appelle les Bourguignons et les Armagnacs, qui sont, puisque le roi Charles VI est frappé de folie interminante. Et donc, il en profite, le roi d'Angleterre en profite, évidemment, et ça fonctionne. Il conquiert, et en plus, il fait une alliance avec le duc de Bourgogne, histoire d'eux. Donc, il conquiert la Normandie totalement en quelques mois, et d'autres territoires, jusqu'à Meaux, quand même. Donc et puis il reprend la plus grande partie de l'Aquitaine, le Maine, l'Anjou, etc. Donc là, à nouveau, pratiquement tout l'ouest de la France. Donc c'est quand même les terres qui ont été longtemps sous domination Plantagenet. Paris est prise en 1418 officiellement par les Bourguignons, mais comme il y a une alliance anglo-bourguignonne, ils gouvernent ensemble. Et les Français sont complètement divisés et du coup impuissants. Et du coup, cette séquence de conquête s'achève par le traité de Troyes, 1420, même 1420, qui instaure la double monarchie. C'est-à-dire que, en fait, le fils de Charles VI, le futur Charles VII, qui est dauphin à l'époque, est déshérité. Il est déclaré indigne du fait du meurtre du duc de Bourgogne, Jean sans peur, en 1417. Et c'est donc Henri V qui succédera à Charles VI après avoir épousé sa fille Catherine. Donc, il épouse Catherine de Valois au mois de juin. Et donc le traité prévoit une double monarchie. Ça veut dire que les deux royaumes restent séparés. Ça, tout le monde y tient, à commencer par les Anglais, sur tous les plans, autres que dynastiques. Et donc c'est vraiment un plan qui est censé apporter la paix, mais le dauphin est libre, et tient quand même une partie du royaume de France, qu'on appelle le royaume de Bourges, le centre, une partie du sud. Et donc la France est désormais divisée en trois: la partie stricto sensu anglaise, la partie anglo-bourguignonne et la partie du royaume de Bourges. Donc voilà, là, on en est là. Mais le problème,
c'est que Henri V meurt très peu de temps après, en août 1422, et il est suivi par Charles VI en octobre 1422. Et Henri V, son fils, n'a que 9 mois à l'époque. Le bébé de 9 mois est compliqué. Et donc s'ouvre une période de régence. Donc au début, ça se passe à peu près bien, mais les difficultés vont finir par s'accumuler, les rivalités politiques aussi. Et là-dessus arrive Jeanne d'Arc, qui entre en scène, qui entre autres fait persécuter le siège d'Orléans, qui fait sacrer le dauphin Charles à Reims en juillet 1429, avant d'être capturé finalement. Hein. Et peu à peu, la roue tourne et Charles VII renforce son autorité, parvient à rompre l'alliance entre les Anglais et les Bourguignons en 1435, le fameux traité d'Arras, et et reprend l'initiative de son grand-père de monter un noyau d'armée permanente. Et le tout en faisant face lui aussi à des contestations politiques, hein, parce que c'est vraiment une période de troubles politiques des deux côtés. Et finalement, il lance une offensive foudroyante en 1449 en Normandie. Il la reprend en quelques mois. Et en 1453, ce qui reste de l'Aquitaine anglaise est reprise après la victoire française de Castillon en juillet. Et là, il ne reste plus donc que les Calais aux Anglais, qui sera repris dans les années 1530. Et là, disons que la guerre de 100 ans est pour les historiens officiellement terminée, on va dire. Sauf qu'en réalité, il n'y a jamais eu de traité de paix. Le traité de paix officiel a été signé en 1802, donc 6 moments après. C'était la guerre de 500 ans. C'est ça. On surtout tous sont retapés dessus pendant la période moderne. Hein, donc voilà. Mais la fin officielle de la guerre de 100 ans en mode traité, c'est 1802. Alors, c'est vrai que quand on parle guerre de 100 ans, souvent on parle de ça du côté français. On a eu des événements marquants. Tout à l'heure, on parlait de la bataille de Crécy, par exemple, qui est largement abordée de notre côté de la Manche. Mais pour les Anglais, pour l'Angleterre, est-ce qu'il y a eu des événements qui, justement, ont plus marqué que d'autres? Ah bah, l'événement qui a le plus marqué, ça, très, 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 très loin, c'est Azincourt. La bataille d'Azincourt, qui là encore est remportée par Henri V, donc, le 22 octobre 1715, hein, donc, alors qu'il remontait vers Calais justement après la Normandie. Là encore, ils étaient en sous-nombre par rapport aux Français. Là encore, ils étaient épuisés parce que il y avait aussi la maladie, etc., ils avaient guerroyé déjà depuis quelques mois. Là encore, les Français étaient largement en surnombre. Et là encore, les Français se sont fait piler par Henri V, en grande partie grâce à ses archers, mais aussi à sa tactique, à sa stratégie défensive. Et en plus, les Français, eux, se sont complètement plantés au niveau stratégie. Donc là encore, hécatombe du côté des nobles. Mais pour les Anglais, c'est vraiment la bataille la plus importante, clairement, de toute la guerre de 100 ans. Même plus que Crécy et Poitiers, parce que c'est vraiment ce qui a permis la conquête de la Normandie. Et il y a un nombre d'ouvrages, là, il y a quelques années, c'était le 600e anniversaire, mais une bibliographie absolument pléthorique sur Azincourt, c'est un truc de fou. Voilà, donc c'est vraiment le moment le plus important. Coup dur pour nous encore. Alors aujourd'hui, on le voit dans les médias, quand il y a des conflits comme actuellement, il y a des gens qui sont plutôt d'accord avec les raisons de faire la guerre, d'autres qui sont un petit peu contre. On peut imaginer que ça, c'est pas des attitudes qui sont nouvelles à l'époque de ce conflit de la guerre de 100 ans. En Angleterre, est-ce que ces conflits remportaient plutôt l'adhésion de l'autre côté de la Manche, ou c'est le contraire? Alors, en fait, c'est un peu des deux, mais ça dépend des moments. C'est-à-dire que globalement, tant que les Anglais gagnent, ça passe bien. Voilà. Donc toute la période de la première phase des camps de chevauchés jusqu'au traité de Bretigny, etc., les Anglais sont vraiment pro-guerre, entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est bien grâce à ça, c'est bien parce que les Anglais sont pour la guerre que le roi arrive à lever des fonds et des impôts
et à mettre en place des impôts récurrents. Donc voilà, pareil, au moment d'Azincourt, là, Henri V, il est reçu en triomphateur, même si on commence à réévaluer un petit peu son règne après, en tout cas. Mais donc, globalement, quand les Anglais gagnent, tout se passe bien. En revanche, quand ils sont en difficulté, forcément, là, on commence à se poser des questions. Donc, par exemple, après la reconquête de Charles V, lié en plus au fait que Richard II, le nouveau roi, lui est plutôt pro-paix, entre guillemets, parce qu'il dit que, une fois majeur, hein, il est plutôt pro-paix, mais il a quand même des opposants qui eux sont pro-guerre pour reprendre la guerre, etc. Donc là, il y a des tensions, clairement, et puis c'est quand même une période difficile sur le plan économique, donc les Anglais sont moins enclins à donner de l'argent, hein, forcément. Et finalement, la trêve de 1396 est finie, etc. Donc, et pareil, donc à la fin de la guerre quand Charles VII recommence à prendre les territoires, etc. Là, il y en a qui veulent tenir à tout prix, entre guillemets, mais il y en a beaucoup qui sont quand même pro-paix. Donc, en tout cas, pour arrêter les frais, parce que le problème, c'est qu'ils se rendent compte que l'Angleterre a plus les moyens de gérer des territoires aussi importants, quoi. Donc, voilà, ça dépend vraiment des phases de la guerre et voilà, on est toujours mieux soutenu quand on gagne que quand on perd. Et dans les périodes où ça allait pas très bien, est-ce que ça a pu aller jusqu'à certaines révoltes? Alors, il y a deux grandes révoltes pendant cette période en Angleterre. Il y a celle de 1381 et celle de 1450. Donc la première, celle de 1381, elle est liée, le déclencheur justement, c'est une taxe pour financer l'armée. Et là, les Anglais sont écrasés par les taxes. Et là, et en plus, c'est une taxe particulièrement injuste, parce que c'est une taxe par tête et pas par foyer. Donc ça touche plus les pauvres que les riches, évidemment. Sachant que les nobles anglais, en revanche, ne sont pas exempts des taxes comme les nobles français. Voilà. Mais il y a d'autres problèmes. C'est que, je l'ai dit, c'est Richard le roi est mineur, il y a une régence, la situation en France est très compliquée. Il y a des revendications par rapport au travail, puisque comme il y a eu la peste noire, paradoxalement, les travailleurs, ils sont beaucoup moins nombreux, donc ils ont plus de revendications, hein, c'est logique. Sinon, ils vont voir ailleurs. Donc, malgré les efforts des seigneurs donc voilà, donc la guerre n'a qu'un lien indirect, c'est-à-dire c'est plus lié aux taxations, aux impôts et tout ça. En revanche, celle de 1450, qui a aussi les mêmes problèmes donc de taxation et tout ça, mais a aussi une dimension politique du fait du retour des vétérans justement de France, qui sont donc ils ont perdu, hein, donc ils sont revenus. Il y en a plein qui ont perdu leurs terres, il y en a plein qui avaient des terres là-bas, qui avaient construit leur famille, etc. Parce que c'est quand même la deuxième génération après la conquête de la Normandie. Donc ça vaut surtout pour la Normandie. Et là, donc il y a une révolte qui mélange des éléments à la fois proprement de politique intérieure, mais qui est liée à la politique extérieure. Hein. Et donc tout ça va faire que la révolte est quand même plus directement lié aux pertes anglaises en France à ce moment-là, même si ce n'est pas la seule raison de la révolte. Bon, 1453, fin de cette guerre de 100 ans. Tu peux nous rappeler un petit peu le contexte de la fin de cette guerre et qu'est-ce qu'il en ressort? Ce qu'il en sort, c'est que donc les Français, même si Charles VII a connu beaucoup de contestations, même encore après son sacre à Reims, hein, en 1429, a finalement quand même réussi à gagner la guerre. Et pour ça veut dire qu'il a réussi à mettre en place des impôts permanents, une armée permanente, et donc quand même remonter très clairement l'union, le degré d'union des Français, hein, par rapport aux Anglais. Et évidemment, en Angleterre, c'est le contraire. C'est-à-dire que la fin de la guerre divise les Anglais, d'autant plus que là, maintenant, c'est leur propre roi à eux, qui est le petit-fils de Charles VI, hein, rappelons-le, Henri VI, qui, lui, est frappé de folie justement en août 1453. Alors, la rumeur court que c'est justement après qu'il ait appris la défaite de Castillon, qu'il ait eu cette crise de folie, de catatonie.
C'est le chaos, il est absent, on ne sait pas où il est, mais il est loin. Et donc là, s'il n'y a pas de droit pour reprendre les choses en main, là, ça devient un vrai bazar. Et donc, c'est les racines je pense qu'on y reviendra plus tard, mais c'est les racines des guerres des roses. En plus, il y a d'énormes difficultés économiques, parce que qui sont notamment liées à des retours de peste, à des problèmes climatiques, etc. Qui fait que dans la première du XVe siècle, c'est une période de crise économique aussi. Donc, tout s'accumule, en fait. Et le gouvernement continue quand même à fonctionner. Mais là, ça va craquer à un moment parce que le roi est incapable d'arbitrer les rivalités entre les nobles, notamment. Et qui donc vont s'en donner à cœur, quoi. On va en parler justement de la guerre des deux roses, puisque c'est la deuxième partie de cet entretien. Mais tout à l'heure, il y a plusieurs fois durant cette première partie, tu nous as évoqué effectivement la peste qui a frappé tout le monde, du coup, en plein milieu du conflit. Quel impact ça a eu sur la guerre? On a quelqu'un qui nous pose aussi une question, est-ce qu'il n'y a pas eu une lutte commune à un moment donné ou non? Non, il n'y a pas eu de lutte commune. En revanche, l'impact direct que ça a eu sur la guerre, c'est l'arrêt momentané des hostilités. Parce que pour le coup, chacun avait autre chose à faire. Rappelons que la peste noire, ça a tué entre un tiers et la moitié de la population européenne en quelques années. Et ce qui a encore été plus problématique, c'est ce qu'on appelle les retours de peste, qui empêchent le renouvellement des générations. Donc, si on prend par exemple la population anglaise, en gros, le pays vers 1300, donc le 1300, c'est le pic démographique du Moyen Âge. Elle comptait peut-être, alors évidemment c'est des estimations, hein, c'est très très compliqué à vérifier, mais elle comptait peut-être entre 4,5 et 5 millions d'habitants. Et vers 1377, il n'y en avait plus que 3 millions, non, même pas. Et vers 1450, à peine plus de 2 millions. Donc on voit bien quand même l'étiage et donc la dépopulation, comme je l'ai dit, pas dans un premier temps. Au XIVe, il y a pas spécialement de récession économique puisque justement, il y a plein de terres pour tout le monde. Donc finalement, c'est plutôt une période même pour les paysans d'enrichissement de manière générale. En revanche, la première moitié du XVe, là, alors c'est lié aussi à la guerre, hein, c'est lié au conflit périphérique, etc. Mais il y a il y a une vraie récession économique, sauf peut-être dans l'industrie textile, puisque les Anglais vendent beaucoup de laine et beaucoup de textiles, et à tel point qu'au milieu du XVe, les historiens anglais aiment bien dire qu'il y a plus de moutons que d'habitants. Voilà. Pour dire à quel point l'Angleterre a été dépeuplée aussi, et c'est pareil dans tout l'Occident, évidemment. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur les sources que l'on a aujourd'hui qui nous permettent justement d'en savoir un petit peu plus sur cette guerre de 100 ans? Alors, l'avantage de la fin du Moyen-Âge par rapport à des périodes plus hautes, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de sources. Ce qui est lié au développement de l'écrit, qui est très très important depuis les 12e, 13e siècles. Et alors évidemment, il y a plein de zones d'ombre encore. Hein, on n'est pas gâté comme les contemporanéistes ou même les modernistes, mais on a quand même beaucoup de documents administratifs et normatifs. On a, par exemple, on a énormément de contrats concernant les recrutements des militaires. On a beaucoup de chroniques aussi. J'ai déjà évoqué celle de Jean Froissart, qui est de loin la plus connue, même si elle couvre que le 14e. On a aussi tous les échanges, enfin pas mal d'échanges de lettres, de correspondance entre les rois, parce qu'il y a aussi des ambassades quand même, il y a beaucoup de négociations. On a aussi toute une littérature de guerre qui est très variée, avec des traités, des ouvrages didactiques, des romans, de la poésie, etc. Donc on baigne dans une espèce de culture de guerre, en tout cas en Angleterre. Et voilà, donc on a des sources comptables aussi. Donc voilà, on a quand même beaucoup de sources. Donc même si évidemment on a encore beaucoup de lacunes, on arrive pour la fin du Moyen-Âge à reconstruire les choses de manière un petit peu détaillée maintenant. Donc guerre de 100 ans,
On l'a vu, à la fin de ce conflit, résumons-le comme ça, c'est un peu le bordel en Angleterre. On va dire ça comme ça. Et donc tu nous as évoqué le nom d'un second conflit, un conflit assez important aussi pour l'histoire de l'Angleterre, qui est celui de la guerre des roses, ou la guerre des deux roses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Alors maintenant, on parle plus de guerre des deux roses. Ça, c'est les Français qui disaient ça, mais les Anglais, ils ont toujours dit guerre des roses. Voilà, y a pas de... Mais là encore, c'est une construction, c'est une appellation très récente, puisqu'elle date du 19e siècle, et qu'elle a été employée pour la première fois par Walter Scott. Donc je rappelle qu'il est le fondateur du roman historique anglais et puis européen tout court d'ailleurs, et qui utilise cette appellation dans deux romans. Le premier, dans sa première page d'Ivanhoé, le roman quand même le plus célèbre, le roman historique le plus célèbre qui soit, qui a été écrit en 1819. Et donc, dès la première page, il décrit la joyeuse Angleterre, mais qui a été marquée par les guerres entre la rose blanche et la rose rouge. Et donc, en fait, les roses indiquent les emblèmes des deux partis rivaux qu'on met, en fait, donc les Lancastre et les York. Mais en fait, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, mais disons que l'expression de Walter Scott est restée et que même les historiens contemporains l'utilisent maintenant. On parle de guerre des roses, etc. Mais là encore, c'est comme la guerre de 100 ans, il y a plusieurs phases. C'est-à-dire que c'est pas une guerre continue entre 1450 et 1485. Explique-nous ça. Qui se tape dessus? Pourquoi? Comment? Qui se tape dessus? Pourquoi? Comment? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, Henri VI de Lancastre, donc qui est... alors, je vais remonter un tout petit peu plus haut, je vais faire un petit flashback. Donc, en 1399, Richard II, que j'ai évoqué tout à l'heure, là, le roi qui était plutôt pour la paix, était aussi un roi extrêmement autoritaire, et donc c'est attiré les foudres comme Édouard II, mais lui en plus, il est quand même beaucoup plus intelligent, mais très autoritaire. Donc c'est attiré les foudres de la noblesse, et parce que le pouvoir en Angleterre, le gouvernement réel ne fonctionne que si le roi s'entend quand même à peu près bien avec sa noblesse, et notamment s'il est capable d'arbitrer entre les conflits de sa noblesse, toujours des conflits au sein de la noblesse, évidemment. Et là, Richard II, il a dépassé des bornes, parce que, je vais faire court, mais à un moment, il s'est fait un peu écarter du gouvernement par des nobles qui l'ont mis sur la touche, si on peut dire. Il a finalement réussi à récupérer le pouvoir, et il n'a rien trouvé de mieux à faire que d'en faire assassiner un ou deux et d'en bannir un ou deux autres. Donc là, évidemment, ça n'a pas plu du tout. Et finalement, en 1399, il est déposé par son cousin, Henri de Lancastre, voilà, qui est son cousin, qui devient roi sous le nom d'Henri IV, mais qui n'est donc, c'est la fin de la lignée directe des Plantagenets. On arrive au Lancastre. Henri IV, il doit quand même gérer un certain nombre de révoltes, et lui succède son fils Henri V, qui, comme lui, a été victorieux, a conquis tout le monde. Là, d'un coup, le problème dynastique ne s'est plus posé. Mais le problème, c'est que, en fait, Édouard III ayant eu pléthore d'enfants, Henri IV a pris le pouvoir quelque part au détriment, entre guillemets, d'un autre cousin, qui était, lui, descendant du deuxième fils. Donc, c'est atrocement compliqué, mais voilà, c'était un petit peu plus direct, mais par les femmes, là encore. Donc là encore, on a choisi Henri IV, parce que lui était descendant du fils du troisième fils, Jean de Gand, qui était donc un homme. Donc finalement, ils ont préféré l'homme, qui était par ailleurs majeur, alors que l'autre était mineur, ce qui ne voulait pas d'une minorité encore, parce que les minorités, ça crée toujours du bazar. Enfin, souvent. Donc, lui succède Henri V meurt en 1422, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là, c'est le bébé Henri VI qui lui succède à 9 mois. Et donc, au départ, se met en place un conseil de régence, et ses deux oncles, le duc de Jean de Bedford, va diriger la France, et notre oncle, Humphrey de Gloucester, est plutôt du côté anglais. Sauf qu'il ne se montre pas toujours très bien, qu'il y a quand même des rivalités politiques. Et surtout, le problème, c'est qu'une fois majeur, le dit Henri VI,
s'avère absolument incapable de gouverner. Ce qui est quand même embêtant quand on est en temps de guerre. Encore plus, enfin, c'est déjà embêtant en temps de paix, mais encore plus en temps de guerre. Et donc, du coup, comme il est incapable de gouverner, les rivalités politiques entre nobles commencent à accroître, on va dire. Là-dessus, on ajoute, dans les années 1440, il commence à y avoir des frictions, voire des guerres privées qui vont se développer dans les années 1450. Les plus connus, parce qu'ils sont importants, c'est les Neville et les Percy dans le nord, qui ont énormément de pouvoir puisque c'est la bordure écossaise. Donc, ils ont beaucoup de pouvoir par rapport à d'autres nobles du sud, par exemple. Et donc, la situation politique ne fait que se dégrader. Et finalement, en 1450, il y a des partis qui commencent à se créer plus ou moins, et en particulier le duc Richard d'York, donc qui est descendant à la fois du deuxième fils d'Édouard III et à la fois du quatrième. Voilà. Mais encore là, il y a une histoire de femme. À l'époque, il ne revendique pas encore la couronne, mais disons qu'il y a des partis qui commencent à se faire, qui est le parti de la cour, en gros, ceux qui sont à la cour et ceux qui n'y sont pas. On ne parle pas encore de factions, mais les factions vont petit à petit se constituer. Et après la crise de folie d'Henri VI, en 1453, le duc d'York réussit à devenir protecteur du royaume. C'est-à-dire protecteur, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait un régent, il n'a pas tous les pouvoirs, mais il doit protéger le royaume des troubles publics, de l'ordre public, si je puis dire. Sauf que ça devient tellement compliqué que finalement tout ça, parce que la reine, notamment Marguerite d'Anjou, n'est pas d'accord du tout. Ils commencent à être l'un contre l'autre, même si c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, disons qu'en 1455, pour faire court, le duc d'York décide de s'emparer de la personne d'Henri VI, puisque celui qui contrôle la personne du roi contrôle le pays, contrôle le gouvernement. Et donc, première bataille en 1455, ce qu'on appelle la première bataille de Saint-Alban, qui en fait n'est qu'une escarmouche, mais où le principal rival du duc d'York, le duc de Somerset, est tué. Et donc, il capture le roi, entre guillemets, il le ramène à Londres, évidemment, il ne le capture pas, il le ramène à Londres. Et là, il prend un petit peu le pouvoir. Et donc là, on a vraiment deux factions qui se mettent, mais ils réclament pas encore la couronne. Pas tout de suite. Voilà. Mais les choses ne font que s'empirer dans la deuxième moitié des années 1450. Et finalement, donc on a le parti des Lancastres, qui est dirigé par le duc de Somerset et par la reine Marguerite d'Anjou, et le parti d'York, qui est dirigé par Richard d'York, et le comte de Warwick, Richard Neville, qu'on a surnommé le The Kingmaker, le faiseur de roi. On va voir pourquoi après. Et soutenu aussi par son père, le père Richard Neville, le comte de Salisbury. Ils s'appellent tous les deux pareil, mais comme tous les nobles anglais s'appellent pareil, c'est parfois compliqué à suivre. Et donc, tout s'empire, les choses ne font que s'empirer. Et finalement, en 1460, le duc d'York réclame ouvertement le trône, puisque Henri n'est soi-disant pas capable de gouverner. Ce qui est vrai par ailleurs. Mais bon, voilà. Sauf qu'il y a des gens à côté. Et donc, bataille. Il y en a plusieurs, mais bon. Mais il y en a que les Yorkistes gagnent, d'autres, je t'avoue que j'ai pas la liste de toutes les batailles en tête. Mais bon, à la bataille de Wakefield en décembre 1450, Richard d'York est tué. Et du coup, le père, Richard Neville père est tué aussi. Du coup, Richard, le comte de Warwick, et Édouard de la Marche, qui est le fils de Richard d'York, donc de Richard d'York, s'enfuit à Calais, puisque Warwick est capitaine de Calais. Et ils s'enfuient, mais ils reviennent au printemps. Puisque là, en plus, la mort du duc d'York a fait déporter le vase. Et qu'en plus, la reine Marguerite d'Anjou n'est pas très appréciée, notamment par les Londoniens. Donc, il marche, Édouard de la Marche marche, si je puis dire. Il n'est pas en marche, mais bref, il est en bateau. Et donc, il débarque en Angleterre avec Warwick. Et il arrive à gagner la bataille, plusieurs batailles, de Mortimer's Cross notamment, et surtout il arrive à rentrer à Londres. Les Londoniens lui ouvrent la porte
Et donc, il se fait couronner roi en mars 1461. Et peu après, il y a la bataille de Towtown, où il défait les Lancastriens. C'est une des batailles les plus meurtrières de toutes les batailles de la guerre des Roses. Et donc, en 1461, il devient roi. Mais Henri VI s'enfuit. Et Marguerite la reine, tout ça, tous les Lancastres, ils s'enfuient. Donc, pendant jusqu'en 1465, il y a des troubles dans le nord, mais finalement, Henri VI est capturé et envoyé à la Tour de Londres. Mais bizarrement, il n'est pas tué. En général, quand il y a une usurpation, le roi qui a été déposé, il meurt mystérieusement derrière. Ça a été le cas d'Édouard II, ça a été le cas de Richard II. Voilà. Mais le problème d'Henri VI, c'est qu'il n'était pas, c'était pas un tyran, entre guillemets, c'était juste un incompétent. Donc du coup, c'est beaucoup plus difficile à déposer, en fait, un roi qui est incompétent qu'un roi qui est un tyran. Donc, Édouard IV arrive à régner pendant quelques années, toute la décennie. Donc là, c'est la première phase de la guerre des Roses est terminée. 1400, donc en gros, elle dure entre 1455 et 1461. Et pendant 10 ans, il y a la paix. Enfin, 8 ans, il y a la paix. Mais Édouard IV, donc York, premier de la dynastie des York, finit par se fâcher avec Warwick, donc, le fameux faiseur de roi, pour de sombres histoires. Alors, je vais pas tout détailler parce que déjà, il s'est marié à une Anglaise qui n'était pas de rang très élevé, alors que Warwick était en train de négocier un mariage avec une princesse française. Donc ça lui a pas plu. Ensuite, Warwick était plutôt pour traiter avec les Français, Édouard IV était plutôt pour traiter avec les Bourguignons. Donc ça, il y avait des problèmes là-dessus. Et Warwick estimait que, comme il était l'aîné d'Édouard, qui était jeune, hein, il avait 19 ans quand il a pris la couronne, Warwick a décidé que normalement c'était lui qui gouvernait. Or, Édouard IV, rapidement, il s'est dit non, c'est moi qui gouverne. Alors, voilà, je résume, je schématise évidemment. Et donc, en 1469, entre 1469 et 1471, rebelote, deuxième phase de la guerre civile. Warwick réussit à se mettre dans la poche le deuxième frère du roi, le duc de Clarence, en lui faisant miroiter qui va remplacer son grand frère sur la couronne. Et donc, s'ensuit, voilà, mais finalement, Édouard IV doit s'enfuir en Bourgogne, et Warwick, par une alliance tout à fait contre la nature, s'est allié à Marguerite d'Anjou, et donc remet Henri VI sur le trône. C'est ce qu'on appelle en anglais la readaptation, la restauration. Sauf que Édouard IV, il grâce tout ça au roi de France, faut le dire quand même. Parce que le roi de France a intérêt à ce que ça soit le bazar le plus complet en Angleterre. Comme ça, pendant ce temps-là, lui, il monte sa puissance tranquillement et il n'est pas embêté. Quant au duc de Bourgogne, lui, il a quand même pas trop intérêt à ce que ça soit le bazar parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le commerce, notamment avec la Flandre, est très très important, et que par ailleurs, le duc de Bourgogne est plutôt l'ennemi du roi de France. Donc les ennemis de mes ennemis sont mes amis, etc. Donc Édouard IV, au début, a du mal. Le duc de Bourgogne finit par lui financer une campagne. Donc en fait, toutes les campagnes d'invasion qu'il y a durant cette deuxième phase, elles sont financées par des entre guillemets puissances étrangères. Et finalement, Édouard IV, parce que c'est un très bon stratège, hein, c'est un très bon militaire, réussit à revenir, à éliminer Warwick, à capturer la reine, à tuer l'héritier des Lancastres, etc. La bataille de Tewkesbury, autre bataille très importante en mai 1471. Et là, s'ensuit fin de la deuxième phase. Et là, pendant les 12 ans qui viennent, c'est la paix de retour en Angleterre, on va dire. Et troisième phase, Édouard IV meurt en 1483. Manifestement, il a fait un petit peu trop d'excès. Et théoriquement, c'est son fils, Édouard V, qui lui succède. Sauf que le dit Édouard V, il est mineur, il a 13 ans. Encore un problème de minorité. Et là, on ne sait pas très bien pourquoi. Enfin, c'est très compliqué, mais je me permets de vous envoyer à mon livre sur Richard III. Richard, donc le troisième frère d'Édouard IV, décide de prendre le pouvoir au détriment de ses neveux. Et en fait, pour justifier sa prise de pouvoir, il dit que ses neveux sont des bâtards.
et que donc il ne peut pas laisser des bâtards sur le trône. Parce que, évidemment, c'est pas vrai. C'est un prétexte. Il prend le pouvoir, mais comme très manifestement, là, les neveux disparaissent dans des circonstances extrêmement étranges et que, en fait, ils sont très probablement, enfin, 99,9%, ils ont été assassinés sur l'ordre de Richard III. Là, ça ne plaît pas du tout aux nobles et au reste de l'Angleterre d'ailleurs, parce qu'au Moyen-Âge, c'est comme maintenant, autant on peut tuer des adultes dans la guerre ou même pour des raisons politiques, autant les enfants, non, ça ne passe pas. Et en fait, du coup, les Yorkistes, qui étaient pourtant fidèles à Richard III au départ, vont se retourner contre lui. Et donc, ils vont aller chercher un candidat improbable, qui est Henri Tudor, qui est le dernier descendant des Lancastre, mais de manière un peu indirecte. Et dès 1483, donc Richard, il s'est couronné au mois de juin. Dès l'automne, il y a des révoltes contre lui. Des Yorkistes qui se sont retournés contre lui. Et donc, en fait, son pouvoir, Henri Tudor réussit à avoir l'aide de la France. Là encore, ça les arrange. Et donc, Henri VII débarque, le futur Henri VII débarque à l'été 1485 et écrase Richard III à la fameuse bataille de Bosworth au mois d'août, et donc se fait couronner sous le nom d'Henri VII Tudor, et c'est le début de la dynastie des Tudors. Et pendant très longtemps, ça a été considéré comme l'année de la fin du Moyen-Âge en Angleterre. Et lui se réclame à la fois des Tudors et des Lancastre, puisqu'il épouse la fille d'Édouard IV, Élisabeth. Et c'est la réunion des deux roses, entre guillemets. Voilà. Tout se finit bien, avec des guillemets, après ce bordel? Alors, Henri VII doit faire encore face à beaucoup de révoltes. Et même Henri VIII n'était pas tout à fait rassuré, mais il a quand même succédé à son père normalement en 1509. Mais voilà, donc il y en a qui font durer les guerres des roses jusqu'au début du XVIe, d'autres qui arrêtent en 1485, d'autres qui arrêtent mais bon, parce qu'il y a encore pas mal de révoltes quand même. Mais il finit par s'imposer. Et là, en tout cas début XVIe, c'est sûr, la guerre des roses est finie. Les guerres des roses sont finies, pardon. Et là encore, durant cette période de conflit, il y a des épisodes qui ont plus marqué les Anglais que d'autres, j'imagine. Ah oui, j'ai oublié de dire que pour le coup, en 1471, Édouard fait éliminer Henri VI, parce que là, pour le coup, c'était bon, il s'était déjà fait avoir une fois. Donc, en fait, il n'y a pas à part il n'y a pas d'événement qui se dégage plus qu'un autre. Enfin, il y a vraiment trois phases bien distinctes et qui sont tellement compliquées, d'ailleurs qu'on connaît moins bien parce que on a surtout le point de vue des Yorkistes. La plupart des chroniqueurs ou des textes qu'on a sont des Yorkistes, donc on a plutôt le côté du vainqueur, d'une certaine manière. Et alors ici, il y a la bataille de Towntown et la bataille de Tewkesbury qui ont été décisives à chaque phase, donc qui se démarquent un petit peu. Et évidemment la bataille de Bosworth. Voilà, mais c'est vrai que c'est moins net que pour Azincourt, qui est vraiment mis au pinacle par les Anglais. Alors, sur la chaîne Nota Bene, on a fait un certain nombre d'émissions sur une série bien connue qui s'appelle Game of Thrones et qui va puiser justement son inspiration un peu beaucoup dans l'histoire. Il y a eu quelques inspirations autour de la guerre des roses. Alors ça, c'est effectivement la guerre des roses. George Martin l'a affirmé lui-même. Il a dit qu'il s'était inspiré et que les Lannister sont les Lancastre et j'ai oublié que j'ai un trou, ceux du Nord, c'est les York, les Stark, voilà, merci. Donc et puis et effectivement, du coup, ça a redonné. Il y a eu beaucoup de blogs, de posts sur les guerres des roses, etc. Après, oui, mais en fait, paradoxalement, je pense, enfin, il le dit autre part dans une autre interview que une de ses influences majeures, ça a été les Rois maudits de Maurice Druon. En fait, il s'inspire pas tout à fait de l'histoire, il s'inspire plutôt des romans historiques, on va dire. Donc, et il y a eu beaucoup de romans historiques sur les guerres des roses en anglais. Donc, là, il avait de quoi faire. Donc, il a une interprétation de la guerre des roses qui est assez ancienne, on va dire, plutôt à la Shakespeare, parce qu'il s'est aussi inspiré de Shakespeare.
et que on va dire que pendant très longtemps on a dit que les garderos c'était que des nobles qui ne pensaient qu'à eux-mêmes, qu'à leur pouvoir, etc. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des causes beaucoup plus profondes. Mais évidemment, lui, il prend l'iceberg, le bout émergé de l'iceberg. Mais voilà. Donc forcément, après, on a beaucoup glosé là-dessus. C'est certain, mais de manière générale, la Guerre des Roses, c'est vrai que le Game of Thrones, je veux dire, s'inspire beaucoup de l'histoire anglaise, mais pas que de la Guerre des Roses. Alors, c'est vrai que durant toute cette première partie d'émission, on a causé beaucoup d'histoires guerrières. L'objectif de faire venir aussi aujourd'hui, c'était de pouvoir aussi parler de la naissance un peu d'une société politique. C'est quoi une société politique? Vaste question. Une société politique, il y a plusieurs définitions en fait. La notion a été forgée en France par un historien dans les années 60-70 qui s'appelait Bernard Guenet, qui reste un historien important. Hein. Pour lui, la société politique, c'était tous ceux qui avaient une forme de pouvoir ou en tout cas un lien assez net avec le pouvoir royal en l'occurrence. Donc c'était une conception assez restreinte. Donc il y avait évidemment les nobles, mais il y avait aussi les juristes, les parlementaires, etc., etc. Dans l'historiographie plus récente, que ce soit d'ailleurs anglophone ou française, il y a pas mal d'historiens qui ont élargi ce concept de société politique à tous ceux qui participent au pouvoir d'une manière ou d'une autre, certes, mais y compris de manière indirecte, notamment en payant des impôts. C'est-à-dire que là, on a une conception beaucoup plus fluide de la société politique. Et en tout cas, pour l'Angleterre, ça s'applique quand même bien parce qu'il y a beaucoup de... Alors, j'aime pas ce terme, j'aime pas cette expression pour le Moyen-Âge de classe moyenne, mais voilà, des classes intermédiaires, on va dire, entre la noblesse et vraiment le commun du peuple, des paysans qui sont enrichis, des artisans qui sont enrichis, des marchands, etc., qui veulent de plus en plus participer au pouvoir. Pas seulement en payant des impôts, mais aussi en poussant sur le Parlement, par exemple, pour porter des pétitions, des choses comme ça, etc. Et c'est aussi une des causes des révoltes de 1380 et de 1450, c'est que là, le pouvoir était trop... ils considéraient que le pouvoir se resserrait trop, et donc ils voulaient vraiment affirmer leur besoin de participation à ce pouvoir. Ce qui est lié aussi, évidemment, à la croissance de leur maîtrise de l'écrit, puisque ça les touche eux aussi. Et donc, plus on maîtrise l'écrit, plus on a de chance de maîtriser des formes de pouvoir et de gouvernement. Et alors justement, comment tout ça, ça s'organise? Tu nous parles du Parlement, par exemple. On l'a évoqué au début de l'entretien. Tu nous as dit bon, quand Guillaume le Conquérant est arrivé, il y avait déjà un système sur place. Il est venu un peu se greffer là-dessus pour faire son truc. En fait, comment depuis Guillaume ça a évolué justement jusqu'au 15e? Qu'on comprenne bien ce système, comment ça fonctionne? Alors c'est vrai que le système anglais est quand même un peu différent du système français. Alors déjà sur le plan administratif, il est centralisé de manière beaucoup plus précoce. C'est-à-dire que alors Guillaume commence, mais c'est quand même surtout au XIIe siècle. Par exemple, Guillaume fonde ce qu'on appelle la chancellerie pour traiter des affaires, du gouvernement. Mais cette chancellerie, elle va vraiment s'affirmer lentement tout au long du XIIe siècle, et elle prend vraiment tout son essor à la fin du XIIe siècle. Paradoxalement, alors qu'il y a plein de problèmes politiques, comme quoi le développement des institutions ne se fait pas sur le même temps et sur le même degré que les développements politiques. Donc c'est l'archevêque, comme d'habitude, c'est un archevêque qui a tout réorganisé. Les clercs c'est généralement les clercs qui gouvernent, hein, de manière générale. Et du coup, le chancelier finit par devenir une sorte de premier ministre. Et donc, c'est vraiment l'endroit par où tout passe, les procédures, toutes les lettres écrites entre le roi et la correspondance royale, etc. Et donc, il y a aussi la chancellerie, c'est l'organe le plus important.
Mais il y a aussi l'échiquier, par exemple, qui est là aussi mis en place dès le XIIe siècle, qui est un système, qui est en fait l'équivalent du ministère de l'économie et des finances, hein. Donc voilà, qui est le trésor. Il y a un trésorier qui s'occupe de ça. Pareil, l'échiquier donc se développe. Donc tout ça c'est fait pendant la période anglo-saxonne. Il y avait déjà des esquisses, mais là ça devient vraiment systématique. Et les Anglais, en gros, à la fin du XIIe, sur le plan administratif, la seule institution la seule administration qui est dépassée, c'est celle de la papauté, à la fin du XIIe, qui est très, très, très en avance, évidemment, mais voilà. Et par ailleurs, en ce qui concerne l'institution politique qui va devenir le Parlement est issu des conseils élargis. Donc, au XIIe siècle, au début du XIIIe siècle, il y a des conseils avec des grands nobles. Il y a des conseils restreints, puis il y a des conseils avec les grands nobles, où justement le roi est censé prendre des décisions avec ses nobles. J'ai parlé de la Magna Carta tout à l'heure, de 1215. C'est un moment important parce que justement elle systématise cette idée en tout cas elle souhaite systématiser cette idée de conseil élargi. Et ce conseil élargi va de plus en plus s'élargir, si je puis dire, en particulier pendant les guerres civiles de Simon de Montfort dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque Simon de Montfort est le premier à convoquer des citadins, des bourgeois, des marchands, et des représentants de la noblesse intermédiaire, ce qu'on appelle la gentry, par rapport à la noblesse titrée qu'on appelle les lords ou les manières. Et donc c'est là où on commence vraiment à avoir une esquisse de parlement qui va continuer à se développer sous Édouard Ier. Donc là, on commence vraiment à parler de parlement, hein. L'expression du parlement apparaît, et on commence à avoir des archives. Mais le parlement modèle, entre guillemets, il est décrit dans un texte de 1322, où là, on a on voit bien la mise en place de deux chambres, la chambre des lords, la noblesse titrée, et la chambre des commons, la gentry et les citadins, les bourgeois, bourgeois au sens d'appartenance à la cité, hein, au sens de citoyen. Et là, le Parlement va avoir un rôle fondamental dans la fiscalité, puisque c'est lui qui doit acquiescer à la fiscalité royale demandée par le roi en temps de guerre. Et donc c'est là que s'échange un dialogue, puisque pour donner de l'argent, en attendant, ils veulent des choses en retour, quand même, des lois, etc. Même si, en dernier recours, c'est quand même le roi et les manias qui dominent, mais quand même, il y a un véritable échange qui se fait, et les communes ont quand même un poids de plus en plus important dans la deuxième moitié du XIVe et au XVe. Alors, cela dit, n'exagérons rien, c'est le roi qui convoque le Parlement, hein. C'est quand même à sa discrétion. Mais s'il ne le fait pas, ça va être mal vu. Ouais, mais de par l'élargissement de cette société politique, du coup, tu nous disais que l'écrit avait un rôle assez important là-dedans. À partir de quand on commence vraiment à écrire, à développer cet écrit à l'échelle du royaume, en fait? Alors là encore, c'est plutôt qu'ailleurs, de manière générale, en tout cas de manière systématisée. Alors après, l'écrit, il y a écrit et écrit, hein. Je renvoie aux travaux d'un anthropologue qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Jack Goody, qui est vraiment un anthropologue de l'écrit, justement. Et donc, il y a différents types d'écrits. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont les clercs, pour faire simple, ont accès au latin et à tous les documents, etc. Donc là, c'est le niveau maximal de ce qu'on appelle la littératie, c'est-à-dire l'aptitude à lire et à écrire. Ensuite, il y a les nobles qui généralement savent lire, mais pas encore forcément tous écrire, jusqu'au XIIe, parce qu'à partir du XIIe, ils savent tous écrire, peut-être pas en latin, mais au moins en français et en anglais. Et ensuite, on peut avoir accès à l'écrit par le biais de l'oral. C'est-à-dire qu'on nous lit une charte, on nous lit... voilà. Mais c'est vrai que l'écrit administratif se développe énormément, et même les paysans ont des chartes, par exemple, dès le XIIe siècle. Donc ça, c'est Michael Clanchy qui est vraiment l'historien de référence là-dessus. Ce qui fait que dès le XIIIe siècle,
donc où il y a une forme de révolution documentaire, c'est ce que certains appelaient révolution documentaire, au XIIIe siècle. En Angleterre, c'est un petit peu avant, où là, il y a de plus en plus de gens qui ont d'une manière ou d'une autre accès à l'écrit et donc accès à la justice aussi. Et la justice, c'est un instrument de gouvernement, évidemment, extrêmement important. D'où la multiplication des chartes, d'où le fait que voilà, on va de plus en plus faire confiance à l'écrit par rapport à l'oral, même si l'oral reste très très important jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Mais ça, après, au XIIIe, c'est vraiment un phénomène européen, mais qui est un petit peu plus précoce en Angleterre. Et on écrivait dans quelle langue? Les clercs écrivaient en latin, on continue. Après, ils écrivaient dans toutes les langues, enfin dans toutes les langues. Les nobles, jusque, on va dire, fin XIIIe, écrivaient plutôt en français. Et ils continuent à lire en français jusqu'à la fin du Moyen-Âge, puisque le français est la langue des Normands. Enfin, on a longtemps appelé ça l'anglo-normand. En fait, c'est une variante du français, donc maintenant on dit plutôt anglo-français. Donc, il y a la langue des élites laïques. Et l'anglais, alors là, connaît une éclipse, parce qu'avant l'anglo-saxon, avant la conquête, était une langue germanique, mais qui était une des rares langues vernaculaires écrites, justement. Là, ils avaient de l'avance aussi là-dessus. Mais elle sombre par rapport au français pendant 2 siècles, et elle reprend petit à petit du poil de la bête à la fin du XIIIe siècle. Mais il faut attendre l'extrême fin du Moyen-Âge pour que ça devienne une langue officielle. Et même pour la justice, le français reste la langue de la justice jusqu'au XVIIe. Voilà. Mais disons que l'anglais va avec le développement de l'écrit, parce que justement, les bourgeois dont je parlais, les membres de la petite noblesse, voire les artisans aisés, etc., eux n'écrivent qu'en anglais, en revanche. Parfois en français, surtout les marchands, mais à la fin, ils écrivent qu'en anglais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une littérature en anglais qui se développe de manière très rapide à la fin du Moyen-Âge. Alors, tu as évoqué très rapidement le judiciaire, la justice. En préparant cette émission, tu nous as évoqué la common law. Alors, là encore, c'est un système judiciaire particulier. Donc, littéralement, c'est la loi de la commune, donc la loi qui est commune à tous. Là aussi, elle est développée au XIIe siècle. Les rois du XIIe, ils ne faisaient pas que se battre. Il y avait aussi, justement, c'est pour ça qu'ils savaient déléguer aussi, notamment aux archevêques et à tout ça. Et donc, la common law, c'est le droit de la terre, à la base. Et c'est justement pour gérer tous les problèmes. Ça ne concerne que les hommes libres, soyons clairs, mais pour gérer tous les problèmes de propriété, de transfert, d'héritage, etc., etc. Et donc, elle connaît un développement vraiment très, très, très important, fin 12e, 13e siècle surtout, à tel point que les hommes de loi, à la fin du Moyen-Âge, sont vraiment une catégorie privilégiée, parce que tout le monde fait appel, enfin, beaucoup de gens font appel, dès qu'ils ont un peu les moyens, ils font appel à la common law. Il y a même des communautés de paysans, par exemple, qui font appel. Donc, c'est avant tout un droit de la terre. Après, il y a aussi la version criminelle, mais qui là dépend, enfin, est plus liée au roi lui-même. Mais il y a aussi le droit criminel, mais après il y a d'autres systèmes juridiques, etc. Mais c'est avant tout un droit de la terre qui est fait pour, soyons clairs, assumer le renouvellement de la domination de l'aristocratie. C'est pas non plus, c'est pas la grande démocratie encore. Pas exagérer. Mais en tout cas, là encore, ils ont développé un système très complexe, très tôt, et très unifié par rapport à ce qui existe. Parce que, par exemple, en France, il y a des coutumes diverses selon les principautés et le roi de France. Enfin, après, il y a le Parlement de Paris qui centralise les appels, mais c'est quand même beaucoup moins centralisé. Et alors, sur le Parlement en tant que tel, dedans, on a qui en fait? Qui est représenté là-dedans? Donc, j'ai dit qu'on avait la Chambre des Lords et la Chambre des communes, qui existent toujours aujourd'hui, c'est toujours le même principe. Donc, les Lords regroupent ce qu'on appelle la noblesse titrée, qui sont convoqués individuellement par le roi. Donc, les comtes, les ducs, les archevêques, les évêques. Parce que contrairement aux assemblées des États françaises, le Parlement anglais n'est pas une assemblée d'État. Il y a une autre assemblée qui est spécifique aux ecclésiastiques, qu'on appelle les convocations,
mais les ecclésiastiques titrés siègent dans la Chambre des Lords. Du côté des Commons, il y a donc ce qu'on appelle la petite et moyenne noblesse, la gentry, et la bourgeoisie urbaine, essentiellement des marchands. Les marchands anglais jouent un rôle évidemment très important, comme partout ailleurs à la fin du Moyen-Âge, parce que c'est eux qui ont des liquidités, hein. Donc voilà. Et donc tous les membres sont élus à chaque parlement. Ils sont élus, on ne sait pas trop comment. On sait que c'est pas des élections démocratiques, mais ils sont élus. Voilà, dans les villes, ils sont nommés par les conseils municipaux, etc. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont contre le roi, hein, pas du tout. Généralement, d'ailleurs, leur porte-parole, qui existe à partir de 1376, est plutôt un proche du roi. C'est rare que ça soit pas un proche du roi. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'aient pas de revendications légitimes. Et ils peuvent présenter des pétitions collectives, parce qu'il y a aussi des pétitions individuelles, parce que le Parlement est aussi une cour de justice. Et ces pétitions collectives, il y en a certaines qui sont transformées en loi, en statuts royaux. Parfois, même le roi, l'administration ne s'embête pas, il recopie mot à mot la pétition et il la transforme en statut royal. Donc, c'est un système qui permet aussi quand même justement de fluidifier et mais sauf que si le roi est par là pour gouverner et arbitrer, il y a quand même blocage. Oui, donc ça reste le roi qui a le final cut, mais le Parlement, c'est un premier outil, peut-être pas de contre-pouvoir, mais en tout cas de proposition aussi, dans le développement de cette société politique, quoi. Bah oui, parce qu'en plus, comme du coup, il y a des élections dans les comtés. Donc, les comtés, c'est l'équivalent des départements, hein, en Angleterre, ce qu'on appelle les shires. Forcément, ça porte des débats politiques dans toute l'Angleterre, dans toutes les provinces, tous les comtés, etc. Donc, c'est aussi une méthode d'apprentissage du langage politique qui est importante et qui fait que les Anglais s'intéressent, les Français aussi s'y intéressent évidemment, mais au Moyen-Âge, on s'intéresse déjà à la politique au sens pas forcément politicien du terme, justement. Enfin, je veux dire, il y a l'idée de réforme, l'idée du bien public, voilà, qui est une idée aristotélicienne, hein, mais qui est développée par les théologiens du XIIIe siècle et transmise après par les traités politiques. L'idée du bien public, il y a des gens qui y croient. Je veux dire, c'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont pour le bien commun et puis d'autres qui sont un peu plus pour leurs intérêts privés. Au Moyen-Âge, pareil. Voilà, il y a des gens qui luttent pour le bien commun et qui sont sincères, et puis d'autres qui luttent pour leurs propres intérêts, qui le sont moins. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu aurais des exemples un petit peu précis pour rendre tout ça quand même concret aux oreilles des gens qui nous écoutent, de comment ce Parlement a pu contribuer justement à cette société politique, à cet élargissement? Par exemple, en 1376, donc c'est la fin de vie d'Édouard III, et il est un peu décati, hein, et puis du coup il a un entourage dont une maîtresse qui, on va dire, profite très très largement de ses faveurs, donc il y a un mécontentement généralisé, et donc il y a un parlement qui s'ouvre, qui est surnommé d'ailleurs le Good Parliament, le bon parlement de 1376, où là, pour la première fois, et c'est juste avant la révolte de 1381, hein, donc c'est une séquence importante, pour la première fois déjà est nommé un porte-parole des Commons qui va étaler ses revendications, et pour la première fois, le Parlement en tout entier, c'est-à-dire les nobles et les communes, entame ce qu'on appelle une procédure d'empêchement, impeachment. Ça veut dire que, en gros, certaines personnalités sont écartées du cercle royal et accusées au pire de trahison, mais au mieux d'abus de pouvoir, on va dire, quoi. Et par ailleurs, c'est vraiment un parlement où justement il y a eu un bouillonnement, il y a eu une énorme documentation où on voit vraiment comment fonctionne la politique au jour le jour, avec les Commons qui négocient avec les Lords, avec les Commons qui négocient entre elles, avec le roi, avec l'administration, etc., pour porter leurs revendications, et que le roi était obligé d'accepter
d'écarter. Et puis, ce qui n'a pas suffi, puisque justement, quelques années après, il y a eu la révolte. Mais il y a des porte-paroles du Parlement qui ont faut pas complètement condamner la révolte. En tout cas, ils ont dit qu'ils pouvaient comprendre pourquoi il y avait une révolte, peut-être parce qu'on les avait pas assez écoutés eux aussi. Donc voilà, toute cette séquence-là est particulièrement intéressante et tourne d'ailleurs un marqueur dans le rôle du Parlement. Et accessoirement, le Parlement sanctionne l'abdication. Il n'est pas déposé officiellement, il abdique la déposition de Richard II et accepte le nouveau roi. Alors c'est une déposition quand même. Mais le nouveau roi avait besoin de la sanction du Parlement. Du coup, on peut dire que le Parlement participe quand même, si encore on le rappelle, le roi avait le final cut, il participe quand même à ce pouvoir. Oui, il participe. C'est-à-dire que faut bien voir que ce n'est pas parce que le roi et les manias ont la domination ultime, on va dire, que d'abord ils sont pas assez nombreux pour faire tout seul, hein. Donc à un moment il faut déléguer. Voilà, donc ça, là, il y a beaucoup de délégations auprès de la petite et moyenne noblesse et ceux qui font les commandes en fait. Donc c'est aussi des gens qui sont souvent représentants de la loi dans leur comté, ou donc pour les villes qui sont dans les conseils municipaux, etc. Donc ça permet aussi de faire des courroies de transmission, voilà, où du coup ça permet justement de réfléchir voilà, c'est par exemple, alors ça c'est pas toujours positif, hein, parce que c'est les Commons qui réclament un durcissement de la législation du travail après la peste noire. Là, forcément, les paysans, ils sont pas d'accord. Donc, ce qui est aussi une autre cause de la révolte de 1380. Donc, ils font partie des dominants aussi, même s'ils sont moins dominants, mais ils font partie des courroies de transmission de cette domination. On dit que le Parlement a eu un rôle assez important là-dedans, mais est-ce que sans ce Parlement, on aurait pu arriver à la même chose ? Moi, j'ai toujours du mal avec les et si, mais ce qui est sûr, c'est que ça a vraiment été un organe important qui a permis aussi au roi de mettre en place une fiscalité régulière. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein. Non seulement pour la guerre tout court, mais aussi pour le développement du royaume, etc. Donc, là, j'avoue, j'ai du mal à répondre à la question parce que, en même temps, en France, le Parlement de Paris est très différent. Et ils ont trouvé d'autres solutions de dialogue, comme les États généraux. Donc, disons qu'il y avait une diversité de solutions, mais que le mouvement d'échange et d'élargissement de la société politique, on le retrouve à des degrés divers et avec des chronologies diverses dans tout l'Occident. Par exemple en Castille, par exemple, l'Italie c'est encore un cas très très à part, mais voilà. Mais dans les monarchies, par exemple au Portugal avec les comtesses, etc., etc. Donc c'est quand même, ça participe d'un mouvement général de la fin du Moyen Âge. Voilà. Après, c'est vrai que au XVe siècle, à la fin du XVe, paradoxalement, après les guerres des Roses, la société politique se rétrécit un petit peu à nouveau, notamment dans les villes où on a tendance à avoir de plus en plus des oligarchies fermées, parce que justement pendant les guerres civiles, les yorkistes ont beaucoup joué sur on défend les communes, mais les petites communes, on défend les petites gens entre guillemets, on défend les artisans, on défend les paysans, on défend le peuple anglais, etc. Et que du coup il y a une association, il y a la révolte aussi de 1450, et que du coup le petit peuple entre guillemets fait peur aux marchands, aux membres de la gentry, etc., qui ont tendance à refermer les choses. Donc, c'est pas non plus linéaire l'évolution de la société politique, hein. Il y a des phases d'ouverture, des phases de fermeture, etc. On a quelqu'un qui nous demande si cette formation politique, donc le Parlement anglais, ça peut être une explication à la culture très libérale anglaise. Ça dépend ce qu'on entend par libéral, si c'est au sens politique ou si c'est au sens économique, etc. Après, c'est un long processus. C'est-à-dire que contrairement, les révolutions anglaises n'ont pas grand-chose à, même s'ils décapitaient leur roi plus souvent que les Français, hein, paradoxalement. Décapiter, non, mais
faisait disparaître. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une culture qui s'affirme là, mais qui remonte vraiment à la Magna Carta. C'est vraiment la Magna Carta, l'acte fondateur de l'idée que l'arbitraire, je vais y arriver, l'arbitraire royal doit être quand même un petit peu voilà, englobé. Que, du coup, c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à l'absolutisme, même si Richard Dolinsky est essayé, par exemple, mais bon, on a vu ce qu'il en est advenu. Contrairement en France, on va, à la période moderne, tourner vers l'absolutisme. Ça ne veut pas dire qu'il va pas y avoir des moments très, très autoritaires en Angleterre. Genre la République de Cromwell, qui est la seule république anglaise, est très autoritaire. Mais voilà, c'est vrai que le parlementarisme, qui en plus a été mis très en avant dans l'historiographie du 19e siècle, l'historiographie du progrès, que voilà, le Parlement existait depuis déjà des siècles, etc. Dans ce sens-là, a joué clairement un rôle dans une culture libérale, mais ça, c'est plutôt la vision du 19e siècle. La vision Whig, comme on dit. Alors, on nous demande de façon très basique, très simple, si les Anglais, de leur côté, vivaient un peu comme leurs homologues français, ou est-ce qu'il y avait des différences ? Alors, globalement, culturellement, ils étaient plutôt proches. Ne fût-ce que parce que déjà les Anglais ont longtemps été en France, que enfin les Normands, enfin voilà, par rapport on a beaucoup de mélanges quand même. Donc culturellement, d'ailleurs les Anglais lisent beaucoup d'ouvrages français, y compris écrits en France. Hein, donc voilà, ils ont pas un régime alimentaire ultra différent. Il y a des modes qui arrivent des deux côtés. Et en tout cas, de manière mais il y a aussi le fait que il y a une domination culturelle là pour le coup qui est quand même sur tout l'Occident et qui homogénéise la société. C'est le christianisme. Tout le monde est chrétien à l'époque, donc forcément, enfin tout le monde est catholique même, donc forcément il y a cette culture commune parce qu'il faut le rappeler quand même, tout le monde est censé être croyant à l'époque. Tout le monde est censé aller voilà. On vit dans un monde chrétien. Donc là, c'est un truc total. Donc forcément, ça aussi, ça homogénéise. Mais pour la France et l'Angleterre, les échanges culturels ont toujours été très forts. Ça, c'est clair. Pareil, c'est pas pour rien que Jean de Bedford ramène pratiquement toute la librairie royale française, péniblement constituée par Charles V en Angleterre après la prise de Paris. Alors, on vit dans une société chrétienne, mais justement, on a une question, et on nous demande, mais est-ce qu'on a des sources qui attestent de la présence temporaire ou permanente d'individus ou de groupes d'individus de confession musulmane sur les îles britanniques ? Alors, dans les îles britanniques, pas à ma connaissance. Après, il y en a forcément, parce qu'on sait qu'il y en a quelques-uns qui sont, pendant les croisades, qui sont convertis, d'où le mythe du musulman en Angleterre. Mais non, on peut pas dire qu'il y ait de communauté, en tout cas. Il devait y avoir des individus ponctuels, on va dire, parfois aussi, mais parce que en plus, le commerce avec le monde musulman se faisait quand même très nettement via la Méditerranée. Et après, remonter donc les routes étaient, enfin, voilà, dans l'Angleterre, c'était plutôt les routes atlantiques. Et donc, il y avait des déchargements, des rechargements, etc. Donc, à ma connaissance, non. On nous questionne aussi sur la place de la femme en Angleterre. Est-ce qu'il y avait une différence avec le continent ? Alors, là encore, c'est pareil, il faut remettre ça dans le contexte général de la chrétienté et de la vision de la femme par la chrétienté. Dans le contexte du fait que c'est en tout cas la France et l'Angleterre, sont des sociétés qui ont une féodalité marquée, quand même, au moins pendant le 10e et le 13e, qui n'empêche pas le développement de l'État. Hein, parce qu'avant, on disait on passe de la féodalité à l'État sans pas rien passer. Non, évidemment, c'est un processus qui n'est pas continu et qui est même discontinu. Et qui est complémentaire en plus. Les femmes, ça dépend des moments, mais c'est vrai que alors, particulièrement après la peste noire, les femmes anglaises, en particulier les veuves, ont quand même un certain nombre de droits
que n'ont pas forcément les autres. Mais voilà, ça vaut pour les femmes. Après, que ça soit en France comme en Angleterre, quand les maris sont à la guerre, c'est quand même souvent les femmes qui gèrent. Voilà. Donc, elles ont quand même puis après, il y a par exemple, les reines, elles ont un pouvoir d'intercession, de médiateur, pour parler de paix, tout ça, etc. Donc, elles ont, c'est évidemment une domination masculine, une société totalement patriarcale, mais je veux dire, les femmes sont peut-être plutôt globalement mieux traitées qu'au 19e siècle. On nous demande s'il y a du coup, il y aurait pas un équivalent à cette période ou à une autre, hein, de Jeanne d'Arc chez les Anglais. Alors non, il y a des martyrs, il y a des rois martyrs, ça ils aiment bien. Ça c'est ceux qui n'ont pas tué eux-mêmes, hein. Voilà. Mais il n'y a pas d'équivalent. Après, enfin, bon, parfois on a comparé Marguerite d'Anjou et Jeanne d'Arc. Donc, Marguerite d'Anjou, la femme d'Henri VI, qui a eu beaucoup de pouvoir et qui a joué un rôle très important dans les guerres civiles. Mais c'est pas du tout le même type de personnage. C'est une sainte. Enfin, c'est une reine déjà. Donc voilà. Et son but c'est que ça soit son fils qui succède au royaume et pas les Yorkistes. Donc c'est quand même tout à fait différent. Mais pour le coup, c'est une femme qui a eu beaucoup de pouvoir pour l'époque. Mais parce que son mari était un incapable total. Dans la présentation tout à l'heure que j'ai fait de toi, je disais que tu touchais beaucoup aussi à tout ce qui touche le médiévalisme, la représentation du Moyen-Âge et ses usages, etc. Donc forcément, on a une question là-dessus. Que racontent les Monty Python au sujet du Moyen-Âge anglais ? Oh là beaucoup de choses. Alors honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas vu les films des Monty Python. Mais alors, ils ne racontent pas que des bêtises. Parce que je vais botter un peu en touche, mais il se trouve qu'un des Monty Python, Terry Jones, est aussi un médiéviste. Alors, c'était un médiéviste avec des opinions très, très affirmées. Par exemple, lui, il pensait que Richard II avait été maltraité par sa noblesse et qu'il n'aurait jamais dû être déposé. Mais il a écrit des articles très sérieux dans des livres scientifiques, etc. Donc, même si effectivement il y a beaucoup d'aspects parodiques, il y a quand même pas mal d'aspects. Il y a toujours un fond de vérité en fait. C'est-à-dire qu'il y a une parodie, mais ils savent ce qu'ils parodient. Donc du coup, là, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête parce que ça fait plus de 10 ans que je l'ai pas vu. Mais voilà, je sais que ça m'avait frappé à l'époque, comme Terry Jones était aussi un médiéviste. Bah, du coup, forcément, ça faisait beaucoup rire les Anglais sur certains trucs qu'ils connaissaient de leur histoire. Alors il y a quelqu'un qui dit ouais, la guerre de 100 ans, on parle beaucoup d'Azincourt ou de Crécy, mais en vrai, Châtillon ou Formigny, jamais. Pourquoi ? Ouais, on va dire, alors, Châtillon, non, Castillon, c'est plutôt que Castillon, pardon. Oui. Bah, en fait, c'est Castillon, on en parle en France, évidemment, mais c'est vrai que souvent les reconquêtes françaises, comme je disais, notamment que ce soit Charles V ou Charles VII d'ailleurs. Bon, Charles VII, il a bien préparé son truc, à la fin c'était foudroyant, mais ils ont plutôt procédé par grignotage. Et c'est vrai que pratiquement toutes les grandes batailles connues de la guerre de 100 ans, malheureusement, c'est les Français. Enfin, malheureusement, pas de malheureusement qui tiennent, c'est comme ça. C'est les Français qui les ont perdus, et puis en plus de manière particulièrement spectaculaire. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle plus, je pense que c'est pour ça qu'on parle plus souvent de ces batailles-là, parce que elles ont, alors que finalement la bataille n'est pas l'état de guerre normal. La bataille, il y en a pas beaucoup. Donc ce qui est plutôt normal, c'est justement c'est le grignotage, c'est les sièges, c'est les avancées à petits pas, etc., etc. Donc quand il y a bataille, souvent c'est que il y a quelque chose qui a fait que bon, bah là, à un moment, et c'était généralement considéré comme des jugements de Dieu, des sortes d'ordalie en fait. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on a tendance à parler des batailles les plus spectaculaires. On disait au début de la guerre de 100 ans que la technique des Anglais, c'était ces fameuses grandes chevauchées. On balance des types qui arrivent et puis qui défoncent un peu tout dans la campagne. Est-ce que c'était pas un moyen pour les rois anglais, nous demande-t-on, de se débarrasser de nobles un peu trop remuants ? Alors, ça, en fait, dans les chevauchés, il y avait très peu d'Anglais qui mouraient. Sauf quand ils décidaient à faire un siège, où là, forcément, parce qu'après, certaines fois, les chevauchés se sont transformés en sièges, comme Édouard III avec Calais. Mais non, pas particulièrement, surtout que les grandes chevauchées, vraiment, Édouard III avait réussi à souder sa noblesse
c'est que vraiment les nobles étaient plutôt enthousiastes à l'idée de partir en guerre parce qu'ils se rapportaient quand même des bons butins avec les pillages, parce qu'ils faisaient pas que détruire, ils pillaient aussi. Donc ils se rapportaient des beaux butins et ils sont clairement pendant cette phase-là plutôt enrichis. Donc non, non. Et puis voilà, enfin encore une fois, oui, c'est vraiment une époque plutôt d'union entre le roi et sa noblesse. Cette époque des grands chevauchés qui ont bien embêté la France pour le coup. Oui, je pensais, alors pas forcément je pense que la question c'était pas forcément dans le sens éliminer, mais plutôt on les occupe en les balançant là-bas, comme ça ils ne font pas chier Ouais, chez nous, alors quoi. ça c'est un peu un cliché en fait, parce on a dit pareil pour les croisades, Ouais. que l'Église, après la paix de Dieu, avait décrété la croisade pour se débarrasser des chevaliers les plus turbulents, en particulier les jeunes qui n'avaient pas d'héritage. Ça, c'était le problème, parce que surtout en France, c'est droit d'aînesse, droit d'aînesse, droit d'aînesse, ce qui n'est pas toujours pareil ailleurs. Mais il faut prendre en compte le fait que la plupart des chevaliers, ils avaient quand même des choses à faire chez eux, et puis c'était quand même leur métier de base, c'était quand même de faire la guerre. Ou de faire, mais sinon, ils avaient de quoi s'occuper entre la chasse, les tournois, l'administration de leur domaine, l'entraînement, etc. Donc ça c'est un petit peu un cliché quand même. Alors, c'est peut-être un peu plus, peut-être pas totalement faux pour les croisades du XIe siècle, où la féodalité n'est pas encore tout à fait structurée, mais c'est pas le cas du tout au XIVe, XVe. Des gens partent encore aux croisades, mais c'est vraiment parce qu'ils veulent y aller. Henri IV, il est parti aux croisades, par exemple. La mode des croisades de Prusse, avec les chevaliers teutoniques, là, fallait y aller, c'était un must-have, quoi. On a quelqu'un qui nous dit qu'il travaille sur la Chronica de Villani et qui se demande est-ce qu'on peut dire que l'Angleterre et le financement de la guerre va accentuer le déclin des grandes familles banquières? Il est vrai qu'Édouard Ier et au début Édouard III, au début, sous Édouard Ier, c'était les marchands italiens qui finançaient les guerres. Et les guerres d'Édouard Ier, elles ont coûté très, 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 très cher. Et c'est en plus les plus grosses armées qu'on a vues, Édouard Ier, pour conquérir le Pays de Galles. Là, c'était plus 15 000 hommes, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était 80 000 hommes. On n'a plus revu des chiffres comme ça après Édouard Ier, hein. Donc, évidemment, il fallait beaucoup d'argent. Et donc, les compagnies italiennes ont prêté énormément d'argent à Édouard Ier. Du coup, il y en a quand même quelques-unes qui ont fait faillite. Rebelote avec Édouard III au début de la guerre de 100 ans. Il a pressuré, parce qu'évidemment, ça coûte vraiment très très cher de faire la guerre. Donc, il a pressuré tout ce qu'il pouvait. Et rebelote, faillite de compagnie italienne, etc. Alors, il faut dire que souvent, c'était pas forcément toute la compagnie italienne qui faisait faillite, mais seulement une partie, parce qu'il y avait des branches, etc. Mais et après, c'est vrai que du coup, les rois anglais ont plus fait appel aux marchands anglais, même s'il y avait toujours des Italiens en Angleterre. Ça, en revanche, il y avait une communauté italienne en Angleterre très clairement. Donc voilà, il y a eu des faillites, mais ça n'a pas non plus déstabilisé tout l'équilibre des compagnies italiennes de la fin du Moyen Âge. Est-ce que tu aurais, on va terminer cet entretien tout doucement, est-ce que tu aurais des références bibliographiques ou autres, soit des films, des documentaires, n'importe quoi, que tu pourrais conseiller aux gens qui nous écoutent pour mieux comprendre ces périodes, que ce soit la guerre de 100 ans, la guerre des roses, et non pas des deux roses, on le rappelle maintenant, et où cette société anglaise de la fin du Moyen-Âge? Bon, sur la guerre de 100 ans, je vais faire mon autopromotion, hein. Tu as raison, c'est le moment, vas-y. Non, donc le livre que j'ai publié en 2017, c'est vraiment une petite synthèse en poche, il est pas cher. Voilà, et donc là, en revanche, j'ai essayé de montrer les deux côtés. Après, si on veut entrer plus dans le détail, notamment du côté français, il y a l'ouvrage de Boris Bove, qui est un collègue, qui a donc écrit un gros bouquin sur la guerre de 100 ans, mais vraiment vu côté français. Alors moi, j'essaie vraiment d'aborder les deux côtés. Après, pour le côté anglais pur, là, c'est pratiquement, c'est que de la littérature en anglais. Donc, c'est plus compliqué. Et après, sur les guerres des roses, alors là, il y a un vrai problème historiographique. J'ai écrit un article de synthèse, mais qui est qui est plutôt un article scientifique. Mais le dernier ouvrage traduit en français, en plus, il remonte aux années 70.
C'est un ouvrage, d'ailleurs, du coup, oublié le nom de l'auteur, mais je trouverai, tu pourras peut-être le mettre dans les références. Et il est très pro Richard III. Donc là, il y a un vrai problème d'interprétation, et en plus, c'est un littéraire au départ. Je n'ai rien contre les littéraires, j'étudie, voilà. Après, cela dit, bon, si on veut plus pour le plaisir, pour ce qui concerne Les Guerres des Roses, même si c'est la version de Shakespeare, moi j'ai beaucoup aimé la mini-série The Hollow Crown, qui a été tournée un petit peu en même temps que Game of Thrones, et c'est drôle parce qu'elle reprend certains codes de Game of Thrones, du coup, avec des moyens moindres, mais enfin quand même, ils ont eu quelques millions de spectateurs, hein, donc c'est pas rien. C'est une série de la BBC. Donc voilà, moi je conseillerais ça pour La Guerre des Roses. Et puis voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'en français, il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, on dit souvent qu'il y a des belles différences historiographiques entre la France et l'Angleterre. Il y aurait des livres anglophones, selon toi, qui mériteraient d'être traduits en français pour qu'on comprenne un petit peu mieux aussi leur point de vue? Ah oui, il y a certains livres qui mériteraient vraiment d'être traduits, ça c'est clair. Alors, il y a un ouvrage qui a été traduit, mais qui est relativement ancien, qui lui aussi prend la guerre de 100 ans des deux côtés. C'est l'ouvrage de Christopher Almond, que j'ai cité tout à l'heure, là, celui avec le jardin du roi de France, qui a été traduit en français et qui reste quand même un classique, et qui donc, lui, comme moi, on mélange les deux historiographies. Parce qu'au départ, c'est un spécialiste de la Normandie et de la Bretagne. Donc, il parlait très bien français. Enfin, il est mort maintenant, mais il parlait très bien français. Et puis, sinon, je pense vraiment un ouvrage classique, qui est déjà un peu ancien aussi, mais qui a été réédité plusieurs fois, mais qui n'a pas été traduit, c'est le livre de Michael Clanchy, que j'évoquais tout à l'heure, sur la croissance de l'écrit. Parce que ça a vraiment ouvert un courant historiographique très, très important, qui est un peu en parallèle. Enfin, les Français ont fini par s'intéresser à tout ça, qui s'y intéressent depuis longtemps, mais pas forcément de manière aussi anthropologique. Et là, je trouve que la traduction de cet ouvrage vaudrait vraiment le coup. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à ajouter sur tout ce que l'on vient de dire? D'abord, je te remercie de m'avoir invité, déjà, parce que c'est vrai que malheureusement, sur l'Angleterre médiévale, d'abord, on est très peu à travailler et à être spécialiste du sujet. Et du coup, c'est vrai que dans mes déplacements, enfin, de mes rencontres avec le public, etc., je constate quand même une ignorance phénoménale de ce qui s'est passé de l'autre côté. Donc voilà, c'est chouette de m'avoir donné l'occasion de parler un peu de cette période, qui est quand même en plus une période où les liens avec la France sont très forts, en bien ou en mal. Mais voilà, donc je pense que c'est aussi une période intéressante à connaître, même quand on s'intéresse à l'histoire de France. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on avait aussi reçu dans cette émission Jonathan Feucot sur tout ce qui était littérature, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, que ce soit en podcast ou sur YouTube, c'est dispo. Vous trouverez pas mal de trucs qui seront complémentaires aussi avec tout ce qu'a pu dire Aude aujourd'hui. Voilà. Prochaines actus pour toi? Alors, prochaines actus, là pour l'instant c'est vraiment des actus scientifiques, donc des participations à des colloques et des choses comme ça. Mais voilà, donc je suis en train de préparer mon livre plutôt grand public sur Les Guerres des Roses. Et c'est là, normalement, ça devrait paraître l'année prochaine. Écoute, on attend ça en tout cas avec impatience. L'actualité de l'historien est parfois difficile sur le long terme en général. Aude, merci encore à toi. Merci Salut à tout toi. le monde. À bientôt. Ciao, ciao.